Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live de Ludipsy et de Mixdeal. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous! Donc, c'est ça, aujourd'hui, on a décidé de faire une petite formule un peu différente. On a décidé, dans le fond, de s'attarder un peu plus au côté marketing. Fait que une podcast un peu plus pour les créateurs de jeux, mais qui, je pense, peut être intéressant pour tout le monde. Donc, je ne suis pas une experte en marketing, j'ai pas d'études dans le domaine. Je suis responsable du PR à mon travail habituel. Là. C'est pas juste ça que je fais, mais entre autres, c'est moi qui m'en occupe. Donc, j'ai une petite expérience quand même dans ce domaine-là. Mais il y a beaucoup de recherches derrière ce que je vais présenter aujourd'hui. Et toi, Elsa? Oui, ben en fait, même chose de mon côté. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est important de garder en tête qu'on n'est pas des experts, qu'on n'a pas fait d'études dans ce domaine-là. C'est vraiment de notre côté, avec notre background aussi scientifique, on a fait des Mhm. recherches sur certaines bases de données pour trouver de l'information. Puis on a rassemblé ça en lien aussi avec notre expérience personnelle pour vraiment venir chercher, vous offrir le plus d'outils, de stratégies possibles. Mais c'est sûr qu'en parallèle avec ça, on vous invite à vous-même, de votre côté, soit suivre des formations, il y en a plusieurs qui sont offertes, ou Mhm. même de votre côté à faire vos propres recherches plus spécifiques pour aller chercher l'information nécessaire pour répondre à vos besoins. Mais dans tous les cas, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça nous a fait vraiment plaisir de faire les recherches. Ouais. Sophie et puis moi, on se parlait tout à l'heure au téléphone, puis Sophie était genre passionnée par, par le sujet, puis on aurait pu vous faire 5 live là-dessus. On a décidé Mhm. d'en faire une mini-série, mais vous allez voir. Puis dans le fond, qui sait, peut-être qu'à travers vos questions aussi, puis vos commentaires, ça va nous inspirer pour faire d'autres recherches. Ouais. Mais de notre côté, ce qu'on vous offre, c'est vraiment le temps qu'on investit à faire nos recherches de notre côté, ce qu'on a vu à travers la littérature. Puis on vous le présente aujourd'hui de manière raccourci, puis de manière vulgarisée, en espérant que ça va vous faire plaisir, ça va vous aider dans votre cheminement professionnel. Mhm. Donc, le focus premier aujourd'hui, parce que comme Elsa l'a dit, on fait une mini-série. Donc, il va y avoir, c'est sûr, la semaine prochaine, encore une fois, on va poursuivre le sujet. Mais aujourd'hui, ce qu'on va aborder surtout, c'est vraiment côté publicité. Comment, dans le fond, attirer l'attention. On parle de la création du jeu jusqu'à sa publicité. C'est un peu ça qu'on va regarder, là, vraiment niveau créateur à ce moment-là. Mhm. Exactement. Puis de mon côté, un peu plus spécifiquement, ce sur quoi j'ai basé vraiment mes recherches, ça a été sur le côté plus la conception du jeu. Donc, de Mhm. l'étape A, je pourrais dire. L'étape A étant même la réflexion qu'on va avoir dans la composition du jeu, vers quel public cible on va l'orienter, c'est quoi un peu le style de jeu qu'on va faire, c'est quoi les mécanismes et les variables qu'on veut inclure dans notre jeu. Puis après ça, on va augmenter graduellement jusqu'à la création de ce jeu-là. Puis même après ça, jusqu'à l'aspect justement marketing de la vente, que Sophie, elle a vraiment fait une recherche vraiment approfondie en détail là-dessus pour venir répondre à ce besoin-là. Mhm. Donc, Que j'ai j'espère mixé que... avec mon expérience personnelle, autant au travail qu'au niveau joueur. Donc, c'est ça. Mhm. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Puis, surtout, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous poser des questions. On va essayer le plus possible de faire ça de manière interactive. Je vais moi-même essayer de suivre un peu sur l'aspect en direct pour répondre à vos questions. Puis quand je parle, ben, Sophie va répondre aux questions. Donc, ça va être le plus possible interactif. Et Oui, voilà, super, je nous suis. parfait. Super. Fait que, est-ce que nous sommes prêts à commencer? Oui, nous sommes prêts à commencer. Donc, je te lance tout de suite le partage de ton écran. Oh, et voilà, je mets mon partage écran. Ah, et voilà Oui, ici. Super. parfait. Donc, tu peux lancer ta présentation. Puis, je vais tout de suite après ça te partager. OK. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, J'ai mis mon super magnifique diaporama. Comme parfait. toujours, je vais essayer de le mettre en plein écran. Et yes, j'y arrive. Hein? Après 6 lives, j'ai On réussi à faire commence. fonctionner On a la le jeu. twist maintenant. C'est ça. Alors, on a un peu modifié le titre, mais qu'est-ce qui motive l'achat d'un jeu?
Fait que c'est un titre qui est volontairement super vague parce qu'on voulait vraiment explorer, vous allez voir à travers les informations, explorer de différents angles. L'angle de la conception, l'angle de la vente, puis l'angle du joueur, notamment les stratégies marketing dans le jeu. Tout d'abord, je vais passer très, très rapidement parce que sûrement, ceux qui nous écoutent, si vous en êtes rendus à la conception d'un jeu, sûrement que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un jeu. Si jamais vous voulez un peu plus de détails là-dessus, je vais écrire deux articles. Un article sur vraiment l'historique du jeu de société, la conception, la création d'un jeu de société. Puis je vais écrire également un article sur la deuxième partie qui est plus sur la psychologie du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'un jeu? Donc, on définit le jeu comme une activité de loisir, d'ordre physique ou psychique, psychologique. Donc, ça peut être un jeu sans matériel, ça peut être un jeu sous forme de règles imaginatives, qui a des règles conventionnelles et à laquelle on s'adonne pour se divertir, tirer du plaisir et l'amusement. Donc, si on doit retenir une chose aujourd'hui, c'est qu'un jeu, ça vient du mot latin jocus, qui veut dire plaisanterie. Donc, un jeu, à la base, on est supposé en ressentir du plaisir. Même si un jeu sérieux, même si un jeu éducatif, la base même d'un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Maintenant, après ça, c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est comment on arrive à en ressentir du plaisir. Parce que c'est justement l'élément qui va permettre la vente et le marketing, c'est d'avoir du plaisir. Donc, un jeu, c'est quelque chose de libre. Donc, on choisit librement de jouer au jeu. Si on est forcé à jouer à quelque chose, on perd le plaisir, ce n'est plus un jeu. Quelque chose de séparé, donc de délimité dans l'espace-temps. Un jeu, ça ne va pas durer 24 ans. Un jeu, ça dure un certain nombre de temps. Incertain. Ça veut dire qu'un jeu, on ne doit pas savoir dès le départ c'est quoi la fin du jeu. Parce que sinon, on perd la notion de plaisir de savoir, ah ben je sais déjà que telle personne va gagner. Improductif, et c'est ça qui est souvent difficile chez les gens qui sont très axés sur la performance, la productivité, c'est d'accepter qu'un jeu ne va pas apporter de gain nécessairement matériel et ne va pas apporter une productivité. Un jeu, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir de jouer ou le plaisir d'apprendre. Un jeu, c'est réglé, donc il y a des règles dans tout jeu, c'est normal, et un jeu est fictif. Fictif, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on en avait parlé un peu dans notre dernier live sur toute l'immersion. C'est qu'un jeu nous transpose dans un monde qui va être fictif. Ça peut être une représentation de la réalité ou totalement un monde imaginaire. Mais pendant qu'on joue, on n'est pas dans la réalité, on est dans un autre monde en parallèle. Un jeu de société, spécifiquement, qu'est-ce que c'est? On va parler de la présence d'un plateau de jeu ou d'un support qui peut être fictif, imaginatif, virtuel ou matériel. Comme j'ai nommé tout à l'heure, la présence de règles. Il y a un objectif de jeu spécifique. Donc, tout jeu a un objectif. Un jeu sans objectif ne va pas nécessairement être un jeu. Se joue à plusieurs joueurs. Ici, par contre, dans cette définition-là de gagnant, on exclut un peu les jeux solitaires. Donc, personnellement, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je pense qu'un jeu peut être solitaire. Ça ici, je vous l'ai écrit, mais je vais le publier dans un article que je vais écrire, mais c'est juste, dans le fond, avec l'évolution des jeux de société, je trouvais ça très intéressant de voir ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est important de prendre en considération qu'il y a aussi une évolution des jeux de société. Que c'est passé de certains types de jeux de société, puis qu'à travers le temps, la mode aussi, parce que les jeux de société ont une mode, c'est important de prendre ça en considération dans notre stratégie marketing. Qu'au départ, le courant de jeux de société est vraiment parti, on voit qu'il y a un aspect plus ancestral, mais que c'est vraiment parti à travers les années 1930 avec le fameux jeu Monopoly, qui a créé un peu l'archétype des jeux économiques. Puis graduellement, 20 ans plus tard, il y a eu les jeux de lettres qui sont apparus à la mode, Scrabble. Après ça, à peu près 4-5 ans plus tard, c'était les jeux de cartes qui sont devenus à la mode. Encore là, 3 ans plus tard, c'est les jeux de conquête du monde comme risque. Donc, il y a vraiment eu une évolution à peu près à chaque 5 ans, dépendamment, qui sont des nouveautés.
À partir vraiment des années 30, des années 50, il y a eu comme une mode à travers le jeu. Le jeu est devenu quelque chose qui était accessible aussi aux adultes et pas juste aux très jeunes enfants. Et à travers ça et la recherche du plaisir, il y a eu vraiment la création de différents styles de jeux qu'on va voir un peu plus tard. Les jeux de combat, les jeux de questions-réponses, les jeux de rôle de style Donjons Dragons qui sont apparus en 1974, les jeux de cartes à collectionner de style Magic dans les débuts des années 90, les jeux allemands qui sont apparus, donc des jeux qui sont très courts, qui sont accessibles à tous, de style un peu plus coopératif. Et après ça, au début des années 2000, il y a eu vraiment l'intégration de la technologie, mais il y a eu également l'intégration de jeux beaucoup plus diversifiés. Donc, on a vu apparaître des jeux complexes comme Puerto Rico, Okeylus, plein d'autres, on peut en nommer beaucoup. Mais aussi, parallèlement à ça, il y a eu des jeux très, très petits, très simples, des jeux de cartes portatifs dans le style Les Loups-Garous, le style de Loups-Garous qui sont apparus, qui sont des jeux très sociaux. Donc, vraiment, il y a eu une grande diversité de jeux et c'est devenu aussi beaucoup plus populaire qu'avant le début des années 2000. Puis c'est vraiment ça qui a permis de faire aussi un espace, de créer un espace pour les concepteurs de jeux. Donc, de leur donner un espace pour s'exprimer et vraiment des différentes plateformes que Sophie va vous parler, soit aujourd'hui à la prochaine rencontre, les différentes plateformes qui vont permettre de faire du sociofinancement, puis vont permettre aussi de faire connaître les différents jeux, donc notamment à travers les médias sociaux. On a vu ça rapidement, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a une évolution, puis que la mode aussi se retrouve à travers les jeux de société. Puis que ça, c'est important de toujours garder ça en tête, puis même d'étudier l'histoire des jeux de société. Quand on veut concevoir un jeu, il faut garder en tête qu'il y a des mouvements de courant et de mode, puis qu'il faut toujours prendre ça en considération dans nos stratégies marketing. Maintenant, les différentes sortes de jeux. Encore une fois, ça se peut que les concepteurs qui nous écoutent, vous savez déjà tout ça. Ça va être pour ceux qui ne sont pas concepteurs. Mais sinon, c'est un petit rappel. Il y a différentes sortes de jeux. Donc, comme j'ai nommé tout à l'heure, à partir des années 2000, la classification des jeux de société est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus une intégration et une acceptation de différents styles de jeux. Et ces styles-là vont merger ensemble. C'est un peu ce qu'on appelle en communication des jeux hybrides, donc le concept d'hybridité. On mélange des jeux qui vont être des jeux de stratégie, mais oups, il y a aussi un parti de hasard. On mélange des jeux de cartes, mais oups, aussi c'est un jeu avec, je sais pas moi, un jeu plus physique. On mélange, etc. Donc justement, dans les sortes de jeux, il y a les jeux de cartes ou de dominos. Bon, un vieux jeu, c'est exemple de cartes, c'est poker, mais on va trouver des jeux un peu plus récents ou exemple Uno, puis on prend de mes plein. Deuxièmement, il y a les jeux de stratégie. Je parlais risque tout à l'heure, diplomatie, vieux jeu aussi, Colon de Catane qui est un peu plus récent, Puerto Rico. On va aussi retrouver des jeux combinatoires abstraits. Qu'est-ce que ça veut dire, les jeux combinatoires abstraits? C'est qu'il y a comme différents éléments intégrés. Il y a, c'est des jeux de réflexion qui sont vraiment spécifiques dans la réflexion. Ici, c'est nommé ici, l'aspect hasard qu'on va voir tout à l'heure n'a pas sa place. Ça veut dire que vraiment ici, on va essayer le plus possible d'être dans la mise en place d'une stratégie à long terme. On a des jeux de lettres. Je nommais tout à l'heure le Scrabble, des jeux de hasard, des jeux d'adresse. Adresse, ça veut dire ici qu'on a besoin de la dextérité, les habiletés physiques. Donc, vraiment, nécessite une certaine minutie ou une certaine motricité fine. Le fameux jeu de Mikado, très, très vieux jeu. Et les jeux d'assemblée, donc les jeux plus sociaux, où vraiment on peut inclure les jeux de party ici, ou les jeux, exemple, comme Secret Hitler, Trivial Pursuit ou le fameux Loup-Garou. Donc ça, c'est les sortes de jeux très, très larges, mais on se rend compte que de nos jours, au final, plusieurs jeux s'inter-influencent. C'est un peu aussi une réflexion de dire, ces sortes-là de jeux
qu'on retrouve un peu dans la littérature, est-ce que c'est actuel aussi? Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce qu'aujourd'hui, ça se transforme à travers l'intégration et l'hybridité des différentes sortes de jeux? Maintenant, tout ça nous amène à réfléchir, en fait, pour ceux ici qui aiment jouer aux jeux de société ou qui sont de futurs ou des concepteurs de jeux, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jeu de société va être considéré comme un bon jeu de société? Et c'est là que j'intègre un peu plus spécifiquement ce qu'on appelle les variables d'un jeu de société. Et j'ai trouvé pas mal de littérature là-dessus. Je trouvais ça très, très intéressant. Dans la littérature, ce qui ressortait, encore une fois ici, c'est qu'un jeu, son but, c'est le plaisir ou l'entraînement mental à une activité physique ou mentale ici. Donc, en fait, si un jeu n'apporte pas du plaisir ou ne permet pas d'apprendre mentalement ou physiquement, il manque un petit quelque chose à ce jeu-là. Il faut qu'il y ait une partie d'imprévisibilité pour le joueur. Encore une fois, ici, l'imprévisibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on ne sait pas la fin du jeu. On ne sait pas déjà qui va gagner, qui va perdre, parce que sinon, il n'y a comme pas d'intérêt à jouer au jeu. Donc, les différentes variables qui ont été recelées dans la littérature pour que ce soit un bon jeu, c'est tout d'abord la structure relationnelle du jeu. Donc, quand on est à l'étape de concevoir un jeu, c'est important de prendre en considération ces variables-là et de se dire, mon jeu, quelle variable est-ce que je veux mettre l'accent dessus? Est-ce que je veux mettre l'accent sur la structure relationnelle du jeu? Ce qui veut dire, est-ce que je veux que mon jeu soit considéré comme coopératif, compétitif, paradoxaux? Ça veut dire un jeu où il y a des adversaires, mais aussi peuvent être des partenaires. Ce qu'on appelle aussi un jeu semi-coop, dans le style de Nemesis. Donc ça va être important de vraiment pouvoir répondre à cette question-là pour pas qu'il y ait de la confusion à travers ça dans notre jeu. Les règles. Il faut un accord minimal sur le cadre du jeu. Sophie va en parler, je pense, un peu plus tard, mais c'est important que les règles soient extrêmement claires, qu'il y ait vraiment un consensus sur la certitude des règles, sinon le jeu perd au complet son sens. Le hasard. On oublie souvent cette variable-là, mais c'est une composante très importante du jeu, qui parfois est très recherchée aussi. Donc, le hasard, est-ce que je veux que mon jeu ait du hasard ou non? Puis, c'est quoi l'importance et l'influence du hasard dans mon jeu? Est-ce que je veux que le hasard fasse en sorte que c'est l'élément qui va permettre ou non aux joueurs de gagner? Comme dans certains jeux où est-ce que, parfois dans les jeux de rôle, par exemple, on va faire une action, puis finalement, ça dépend du dé si on réussit ou non notre action. Ou est-ce que je veux que mon jeu soit 100% basé sur une stratégie, puis il n'y a aucune variable d'hasard? La motivation recherchée chez le joueur. Moi, dans mon rôle de concepteur, dans la création, la conception de mon jeu, qu'est-ce que je veux qui soit la motivation interne du joueur? Est-ce que je veux que ça soit le plaisir, donc que le joueur joue puis cherche à acheter mon jeu juste pour le plaisir de jouer, le plaisir d'apprendre, ou est-ce que je veux qu'il y ait de la compétition? Est-ce que je veux que ce soit un jeu de combat? Est-ce que je veux que ce soit un jeu de comparaison sociale? Ça, c'est important parce que ça va influencer notre public cible. Si je veux un jeu qui est vraiment axé sur le plaisir, mais que je fais un jeu de combat, il va falloir trouver la petite twist. Inversement, c'est la même chose. Si je veux un jeu qui ait beaucoup de compétitivité, mais c'est un jeu coop, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Autre élément, une différenciation de la réalité librement consentie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'on avait vu aussi à notre dernière live que dans le jeu, il y a un aspect d'immersion. L'aspect d'immersion, c'est qu'on joue à faire semblant. Donc, c'est qu'on sait qu'on n'est pas dans la réalité, qu'on est dans un monde fictif, mais ce monde-là fictif, il faut qu'il y ait quand même des règles très précises. Et c'est dans ces règles-là, il ne faut pas qu'il y ait d'abstraction, de confusion. Il ne faut pas faire perdre l'élément immersif aux joueurs. Enfin, il faut qu'un jeu, pour qu'il soit un bon jeu, il faut qu'il génère des émotions.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le joueur ne doit pas être neutre, ne doit pas être impartial, ne doit pas banaliser le jeu. Il faut qu'il ait un désir de gagner, il faut qu'il y ait un poids, un enjeu dans le jeu. Que ce soit le plaisir, que ce soit Parfois, certains jeux vont faire vivre la frustration. L'important, c'est qu'il y ait des émotions. S'il n'y a pas d'émotions pendant le jeu, le joueur ne va pas créer un sentiment d'engagement émotionnel, ne va pas s'attacher émotionnellement au jeu. Ça va juste être un jeu parmi tant d'autres qui va être dans sa bibliothèque de jeux, puis qui va jouer une fois par 5 ans. Il doit créer un monde cohérent. J'ai nommé un peu tout à l'heure ici, mais c'est un monde dans lequel il y a pas, on ne doit pas perdre cette illusion-là de jeu. Il faut que l'histoire soit cohérente pour permettre aux joueurs une immersion complète. Il faut qu'un jeu permette de développer des habiletés, que ce soit le plaisir, l'habileté de rire et de lâcher prise, autant que parfois un jeu, si le jeu est un jeu éducatif, bien, il faut qu'il soit capable d'atteindre son objectif. Faire apprendre les lettres, faire réfléchir au niveau cognitif, travailler les habiletés motrices. Donc ça, c'est important que le jeu apporte quelque chose. Encore une fois, s'il n'apporte pas de plaisir, s'il n'apporte pas d'apprentissage, le jeu va servir à rien puis va être laissé sur la tablette. L'immersion du joueur dans son rôle. Donc, une variable importante, c'est, encore une fois, que le joueur sente qu'il peut s'immerger dans son personnage. Il est conscient qu'il y a une différence entre la réalité et le jeu. On retrouve cette variable-là souvent dans les jeux de rôle, mais on peut le retrouver dans d'autres jeux aussi. J'aime bien nommer, exemple, le jeu Mysterium, où on est très dans notre personnage, où on fait deviner un peu aux fantômes, on essaie de deviner c'est quoi les personnages, les scènes de crime, etc. On retrouve ça aussi dans Spirit Island, où on est des créatures, des esprits, puis on veut combattre les envahisseurs, mais on veut se sentir qu'il y a un sentiment d'appartenance avec notre personnage, puis qu'on est vraiment imprégné dans la mission du jeu. Et enfin, on veut un sentiment d'accomplissement. Donc, un bon jeu, c'est un jeu dans lequel le joueur va sentir qu'il s'est dépassé. Ça veut dire soit qu'il a appris, soit qu'il a développé une certaine habileté, soit qu'il se sent plus heureux, plus satisfait et plus fort en jouant au jeu. Donc, il sent qu'il vient d'accomplir une tâche physique ou intellectuelle et dans laquelle il a développé certaines possibilités, certaines habiletés. Donc, j'en ai nommé plusieurs. Tout ça, c'est toutes les variables qui font en sorte que c'est un bon jeu. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces 8, 9, 10 variables, que nécessairement votre jeu ne va pas être bon. C'est juste que si on vise le super bon jeu, il faut accorder une importance particulière dans la conception du jeu à ces éléments-là. Et si on sent qu'il y a un petit déficit dans le jeu, c'est important de garder en tête ces critères-là et d'aller chercher là-dessus. OK, mon jeu, je sais pas, les gens ne la jettent pas. OK, pourquoi? Est-ce que c'est un jeu qui génère des émotions? Est-ce que c'est un jeu qui semble cohérent, attractif? Est-ce que c'est un jeu qui apporte le développement de certaines habiletés? Peut-être que oui, peut-être que non. Sinon, on essaye de porter attention à ça, puis vraiment d'intégrer ça dans la conception du monde qu'on va créer et du concept des règles de jeu. C'est ce qu'on appelle les variables d'un bon jeu de société. Puis, je vous invite en tant que concepteur ou même de l'autre côté, en tant que joueur, à porter attention à ça puis à réfléchir, à vous dire, quand je joue à un jeu puis que je me dis « Wow, c'est un super bon jeu », quels éléments là-dedans est-ce que vous retrouvez dans le jeu de société? Donc, je vais laisser la parole maintenant à Sophie, qui va vous parler aussi de son côté des recherches qu'elle a pu faire. Oui, donc je transfère la présentation. Donc, stratégie marketing dans le jeu de société. Donc, moi, je vais m'orienter vraiment vers le côté que je maîtrise le plus, c'est-à-dire le PR, donc les relations personnelles et comment est-ce qu'on peut, au moment où on a créé le jeu parfait, comme Elsa le décrit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce jeu-là soit connu, se fasse connaître des gens et se vende. Donc, c'est quoi les trucs
parce que c'est les mêmes trucs qu'on soit créateur de jeux, qu'on ait une compagnie, une entreprise, qu'on soit aussi, dans le fond, créateur de contenu comme moi et Elsa. Les trucs se ressemblent et c'est des petits détails importants pour qu'on devienne justement des rois du marketing. Je me trouvais drôle. Wow! Roi du marketing. Roi et reine du Oui, je marketing? sais. Mais c'est parce que ma petite image sur ma présentation, c'est Market King au lieu de Oh! marketing. Je trouvais ça drôle. Bref, rentrons dans le vif du sujet, voulez-vous. Donc, le jeu de société moderne et sa popularité. Donc, Elsa, elle a expliqué que depuis les années 2000, il y a eu comme une resurgence des jeux de société. C'est là qu'on a commencé à voir apparaître les titres qui sont devenus maintenant des grands classiques. Donc, on pense à Carcassonne, on pense à Catan, on pense à Dominion, tous ces titres-là. En fait, dans la dernière décennie, on a vu une augmentation de 40% dans la vente de jeux, ce qui est énorme. Dans le fond, ça fait en sorte que maintenant, l'industrie du jeu, c'est une industrie qui est maintenant billionnaire. Donc, c'est une industrie qui génère à chaque année une quantité assez importante d'argent. Puis, de ça, en fait, on peut voir, entre autres, l'avènement du virtuel. Donc, par exemple, l'avènement du virtuel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis qu'on a commencé à plus utiliser le virtuel, donc pour pouvoir faire justement les réseaux sociaux, tout ça, on a remarqué chez les gens une tendance à vouloir plus se réunir et vraiment voir du monde en vrai. Donc on ressort ce besoin-là chez les gens, étant donné justement l'avènement du virtuel. Donc le jeu de société devient un outil parfait pour pouvoir permettre ce rassemblement-là en vrai avec les gens. Donc, c'est une des parts qui pourrait expliquer pourquoi, depuis les années 2010 environ, le jeu de société connaît une croissance aussi grande. Donc là, on se demande quel est le profil type d'un joueur. Pourquoi est-ce qu'il y a dans le fond, où je devrais orienter ma stratégie, comment je devrais orienter mon jeu, qui je devrais atteindre. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de profil type, malheureusement. Donc, le profil type du joueur, il y en a tout plein. On voit quand même une croissance au niveau des joueurs orientés vers 18 à 35 ans, puis après ça, 50 ans et plus. Donc, si vous ne vous trouvez pas dans ce range-là, c'est pas grave, parce que vraiment, le jeu, on se rend compte que ça touche à peu près tout le monde. Donc, c'est vraiment juste une petite statistique comme ça. Et le jeu, ça touche tout le monde et il y en a énormément beaucoup. Juste en 2018, on pouvait compter 3500 titres de jeux. Donc, dans le fond, c'est là qu'on vient avec l'importance du marketing. Pourquoi c'est si important, en fait? C'est ça qui va faire la différence souvent entre un jeu qui va vendre, qui va fonctionner, que les gens vont connaître, qui vont vouloir se procurer, versus un jeu qui va passer un peu plus sous le radar. Et malheureusement, on se rend compte dans les majorités des études que j'ai lues que c'est quelque chose qui est malheureusement beaucoup oublié auprès des créateurs de jeux. C'est quelque chose qu'on laisse plus de côté, donc on a plus l'impression on va créer le jeu parfait et voilà, ça va se vendre. Mais encore faut-il que les gens le connaissent et veuillent l'acheter. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Première étape de ça, une partie qui est super importante, c'est l'écoute pendant, après et avant la création de son jeu. L'écoute, en fait, là, des principales intéressées, donc le plus important dans tout ça, ce qui va déterminer le succès dans la création de votre jeu, c'est les joueurs. C'est eux autres les plus importants parce que c'est eux qui vont acheter votre jeu, c'est eux qui vont en parler sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont dire à leurs amis « Hey, j'ai joué à ce jeu-là, c'était vraiment écœurant, joue-y ». Et c'est comme ça qu'on crée, en fait, l'intérêt autour du produit. Donc, l'écoute, c'est important partout. Et vous êtes vraiment chanceux, on est choyés parce que on a tout plein d'options qui s'offrent à nous, autant dans le virtuel que dans le réel. Donc en fait, sur Facebook, tous les groupes Facebook qui parlent de jeux de société, c'est une vitrine immensément pratique pour voir de quoi les gens parlent, qu'est-ce que les gens aiment. Donc on trouve des groupes Facebook qui vont parler, par exemple, des mêmes styles de jeux que nous, on est en train de créer. Et on va juste écouter, regarder, prendre le pouls un peu de la population. Qu'est-ce qui plaît en ce moment? De quoi les gens discutent? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? En même chose sur les forums, sur Board Game Geek, sur Trick Track, si vous voulez prendre le pouls un peu, regarder ce que les gens discutent, ce que les gens pensent des jeux qui sont semblables aux vôtres. Allez voir sur ces sites-là, il y a tout plein d'informations. Et un autre source, un outil en fait là, vraiment fantastique pour voir qu'est-ce qui fonctionne dans les campagnes marketing, tout ça, c'est Kickstarter.
C'est vraiment, je pense, le summum du marketing d'un jeu, c'est Kickstarter. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devriez prendre en compte pour la création de votre jeu. Allez regarder des campagnes aussi. Regardez ce que les gens vont dire dans les commentaires des campagnes. Souvent, les gens vont participer à la création du jeu pendant la campagne, donner leur opinion aux créateurs, dire qu'est-ce qu'ils attendent du jeu, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas pour l'instant de ce qui est proposé, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il soit changé. Donc, vraiment, là, c'est une ressource assez folle d'informations pour vous. Donc, en fait, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait aussi sur Internet? On regarde, on s'inspire des réussites. On s'inspire de ceux qui fonctionnent. Donc, encore là, Kickstarter, c'est votre ami. Regardez les projets, regardez ceux qui ont fonctionné. Pourquoi est-ce qu'un projet peut atteindre 7 millions, 8 millions de dollars, 9 millions? Puis pourquoi certains projets ne sont pas financés? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un produit, en fait, a réussi à atteindre autant de gens et de ventes? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeu-là, qu'est-ce qu'il y a de différent? Le jeu, mais pas seulement le jeu. Ce qui est important, en fait, c'est tout ce qui est autour du jeu. Comment la campagne a été créée? Comment est-ce que les gens ont été rejoints? Tout ça. Donc, inspirez-vous de ça. Inspirez-vous aussi des créateurs qu'on sait qui ont du talent, mais qu'on sait qui fonctionnent bien. Donc, je pense à Jamie Stegmaier, je pense à Bruno Catala. Donc, tous ces créateurs de jeux-là. Puis en plus, ils sont actifs sur Internet. Donc, si vous abonnez, par exemple, à leur chaîne de courriel, vous allez recevoir les mêmes choses que les gens reçoivent. Donc, vous allez pouvoir voir comment est-ce que les autres rentrent en contact avec leur clientèle, comment est-ce qu'ils font la publicité de leur jeu, qu'est-ce qu'ils font, en fait, qui fonctionne bien. Donc, on s'inspire de tous ceux qui fonctionnent bien, qui ont réussi, mais aussi l'envers de la médaille, faut pas oublier, 3400 jeux, c'est vraiment beaucoup. Fait que si on fait juste s'inspirer de ce qui fonctionne, ça sera peut-être pas assez. Il faut aussi aller apprendre des échecs. Donc, apprendre des échecs, c'est pas apprendre nécessairement des nôtres. Oui, c'est important, mais apprendre des échecs des autres. Et encore là, c'est très important. Donc, encore là, la vitrine qui va être la plus pratique pour vous, c'est encore Kickstarter. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des jeux qui n'ont pas été financés? Pourquoi ils n'ont pas atteint leur objectif de financement? Comment la campagne était créée? Comment les relations avec les acheteurs étaient? Est-ce que c'était bien entretenu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne-là? Puis en plus, quand les campagnes n'ont pas fonctionné, souvent les gens vont faire de la rétroaction dans les commentaires et dire aux créateurs de jeux, moi j'aurais aimé ça, voir ça dans la campagne, j'aurais aimé ça, voir ça, il me semble que ça l'aurait aidé. Donc, c'est vraiment un outil fantastique. Allez voir les campagnes aussi qui ont atteint leur objectif de financement mais qui n'ont pas été capables de fournir leur jeu finalement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont fourni leur jeu mais en retard, ça peut nous influencer puis nous apprendre aussi beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on a besoin vraiment pour la création de notre jeu, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait se planter au bout du compte, puis en réussissant à pallier à tout ça, en fait, on va se garantir pratiquement des réussites. Donc, aussi, les jeux qui ont passé sous le radar. Pourquoi certains jeux, quand ils sortent, on en parle, tout le monde en parle, tout le monde le veut, tout le monde se l'arrache, il n'y en a plus dans les boutiques, c'est presque impossible de l'avoir. Pourquoi il y a d'autres jeux, quand ils sortent, il y a pratiquement personne qui va l'acheter? Pourquoi il y a des jeux que là, en ce moment, on peut acheter chez Board Game Blitz, entre autres, à 5$? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la sortie de ce jeu-là? À part de ça, les médias. Donc, les médias, c'est sûr, c'est à utiliser, c'est à regarder qu'est-ce qui fonctionne. Donc, quand vous êtes dans le processus de création de votre jeu, regardez la formule qui fonctionne, qui fait en sorte que les gens embarquent. Qu'est-ce qui fait en sorte que... qu'est-ce qui fait plus réagir les gens? Est-ce que ce sont les vidéos règles? Est-ce que ce sont les vidéos de gameplay? Est-ce que ce sont les reviews? Est-ce que ce sont les podcasts, les blogs, les forums? Donc, quelle sorte de médias fonctionnent? Et regardez vos options pour vous pouvoir le faire ou pour vous pouvoir recruter des médias pour qu'ils puissent le faire pour vous aussi. Donc, une autre chose à s'inspirer, c'est de regarder la manufacture du jeu au moment où on se trouve. Donc, les jeux qui sortent maintenant en 2020, à quoi ils ressemblent? C'est quoi la qualité de la production du jeu? Donc, la manufacture du jeu, pour tous les jeux qui vont sortir cette année, c'est votre guideline, c'est votre standard à respecter. Parce que les gens s'attendent à ce standard-là. Donc, ça vous dit quel standard vous allez devoir respecter. Mais c'est un guideline, non seulement pour le standard de la qualité, mais un guideline aussi pour le prix. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer? Pourquoi? Donc, dans le fond, de regarder tout ce qui sort, de regarder comment ça sort, ça va vous donner des idées pour votre création de jeu, pour que votre jeu, dans le fond, puisse être bien fait, de qualité et atteindre un prix qui soit concurrentiel.
Attends, je t'avais muté parce que tu tapais sur ton clavier. Je te démute. Je m'excuse. Oh, je suis désolée, je répondais. Il y a Simon Oui, Desjardins qui t'a posé une question, qui oui. dit, est-il préférable d'avoir quelque chose de similaire à ce qui marche déjà ou justement le contraire, quelque chose qui sort du lot? Oui. Hashtag Reworld. Hashtag, ouais. Quelque chose qui sort du lot. Ben, c'est sûr que on peut pas créer des choses fantastiques qui vont pogner avec les gens. On peut pas innover, en fait, si on prend pas de risques. Donc là, puis ça, c'était un point, en fait, là, que j'allais parler justement maintenant, en fait. Donc, oui, on va s'inspirer de ce qui fonctionne. C'est super important de s'inspirer de tout ce qui fonctionne. En fait, dans les jeux de société, il y a un effet. Par exemple, je sais pas, tu es en train de construire un deck building game, par exemple, donc un jeu de construction de deck. Et là, dans le fond, la, la psychologie à avoir, ou plutôt, dans le fond, l'approche à avoir, c'est pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis en train de faire un deck building. » Fait que là, il faut qu'il se rentre en compétition avec tous les autres jeux de deck building, puis qu'il soit meilleur, puis qu'il soit vraiment pas pareil. Parce qu'en fait, dans les jeux de société, il y a un phénomène qui est très très fort qu'on remarque, et c'est l'effet « Si j'aime ce jeu-là, je vais aussi aimer ce jeu-là. » Donc, les Mhm. gens recherchent beaucoup de références par rapport à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment. Donc, s'ils aiment un deck building, par exemple, ils vont rechercher un jeu qui y ressemble parce qu'ils savent qu'ils aiment ça, puis ça pogne. Puis si vous regardez, vous portez attention sur les réseaux sociaux, c'est souvent la question qui va être posée par les gens. Moi, par exemple, j'aime vraiment ça jouer à Carcassonne, j'aime ça jouer à Patchwork. À quoi d'autre je peux jouer? Puis là, les gens vont dire à Indian Summer, par exemple, ou tu peux jouer à, je sais pas, d'autres jeux de placement de tuiles, mais vous comprenez, donc, souvent, une personne qui va aimer un type de jeu va se réorienter vers d'autres jeux qui vont lui ressembler. Donc, on s'inspire à la place de s'inspirer de qu'est-ce qu'on peut faire complètement différent des autres. Oui, ça peut pogner, mais ce qui pogne bien dans le monde des jeux de société en ce moment, c'est une base que les gens connaissent. Donc, on s'inspire de ce qui pogne dans les deck building. On essaie d'upgrader ça, mettre ça à notre sauce à nous, mais c'est ça. On essaie de s'inspirer de ce qui existe déjà pour pouvoir créer quelque chose que les gens vont aimer et qui va être référé. Donc, si tu aimes ce jeu-là, tu vas aimer ce jeu-là. Mais on essaie aussi d'innover parce que c'est sûr que, dans le fond, les mécaniques de jeu qu'on connaît aujourd'hui, qui ont innové justement Dominion, avant que Dominion existe, il n'y en avait pas. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra jamais créer des nouveautés, créer de nouvelles mécaniques si on n'essaie pas des nouvelles choses. Donc, il n'y a rien de mal à vouloir innover. Mais c'est ça, c'est deux facteurs qu'on peut essayer de combiner ensemble. Aussi, une autre chose qui est importante, c'est de repérer qu'est-ce qui vend en ce moment. Qu'est-ce que les gens achètent? Qu'est-ce que les gens recherchent? Et ça, autant sur les sites de jeux, par exemple, les meilleurs vendeurs en ce moment, c'est quoi? Sur Board Game Geek, la liste de hotness, ça peut vous dire la hotness du moment, les jeux qui, pour l'instant, sortent du lot. Sur Kickstarter aussi, on a le site KickTrack qui permet de suivre les projets Kickstarter, lesquels pognent en ce moment. Mhm. Pourquoi ceux-là pognent? Donc, tout ça, c'est de prendre toutes les informations, devenir une éponge. Puis c'est ça, de vraiment prendre tout ce qui vous est offert et, ben c'est ça, d'apprendre de tout ça, puis de l'exploiter au maximum. Donc, OK. ce qui m'amène à un autre point, donc briser l'Internet / les réseaux sociaux, c'est l'importance de la présence soutenue du marketing de son jeu sur les réseaux sociaux. Donc, Je t'interromps deux oui, secondes parce qu'il y a Nicolas qui nous a répondu, un commentaire super pertinent, oui, qui a répondu à Simon Desjardins, en fait, puis il a dit, je pense qu'avant d'être vraiment connu, il est bien plus facile de faire quelque chose que les joueurs connaissent déjà, mais avec une petite twist de différent. oui, effectivement, je serais d'accord avec lui. Parce que justement, Mhm. on a vraiment l'effet très très fort dans le jeu de j'aime ce jeu-là, je veux quelque chose qui y ressemble. Donc, Exactement. mhm. Puis quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne malheureusement. Donc oui, on va innover. Je vous encourage tous à innover. Là. Moi, je veux jouer à des mécaniques là, que je n'ai même pas encore imaginé que ça pouvait exister. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper si on se base sur des choses qui fonctionnent déjà très très bien. Donc, l'apport de l'Internet, les réseaux sociaux, c'est votre ami. Pourquoi j'appelle ça briser l'Internet? Parce que briser l'Internet, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est bien beau de dire, OK, il faut que je sois sur Internet, ils vont me faire un petit site là, ils vont me créer une page Facebook, je vais laisser ça aller et voilà, je suis sur Internet, je suis sur les réseaux sociaux, check bien ça, je me mets un Twitter en plus là, et voilà, Golden, mon jeu va se vendre, les gens vont me connaître.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi c'est si important? Parce que les jeunes ne répondent pas bien à la publicité traditionnelle, c'est prouvé. Donc, les publicités dans les journaux, à la télé, dans le fond, n'importe où, dans les revues, tout ça, les jeunes, ça ne répond pas super bien à ce type de publicité-là. Donc, ça commence à être dépassé. Il faut essayer autre chose. Puis, ce qui fonctionne, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on comprend ça, ça nous permet de nous sauver beaucoup d'argent sur l'investissement qu'on aurait pu faire sur ce genre de publicité-là qui nous rapporterait peut-être pas autant d'acheteurs. Donc, c'est de comprendre que oui, on peut sauver d'argent, mais que ça prend du temps. Donc, c'est une question de temps dans l'échelle du temps, justement, dans l'échelle de combien de jours, mois, blablabla, ça va prendre. Donc, une fois qu'on comprend ça, on est à l'aise avec cette idée-là. Mais c'est pas juste une question de temps dans ce sens-là, c'est une question d'investissement de temps. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que... Comment ça fonctionne, les réseaux sociaux? Je sais que tout le monde sait ça. On va juste faire un petit briefing comme ça. Dans le fond, c'est de comprendre l'algorithme des réseaux sociaux. C'est de comprendre sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va faire vendre mon jeu, puis qu'est-ce qui va, dans le fond, me faire connaître. Donc, comment l'Internet fonctionne maintenant, c'est que ce qui va générer le plus d'interactions va être le plus visible. Donc, plus vos posts, vos photos, vos articles, ce que vous faites génère de l'interaction, plus les gens le voient. Donc, par exemple, une fois qu'on connaît ça, ben on passe quelques petites minutes à se demander, OK, moi je suis présent par exemple sur Facebook, on fait des recherches, comment fonctionne l'algorithme de Facebook, comment Facebook choisit les trucs qu'il va mettre en avant puis que les gens vont voir, versus les choses qui vont passer sous le radar, autant sur les groupes Facebook qu'en publicité en général. Donc, sur Facebook, c'est les commentaires et les réactions sur vos posts qui vont faire une différence sur le fait que ça soit diffusé à large spectre ou ça passe un peu plus sous le radar. Sur Twitter, ce qui est important, c'est les retweets. Donc, plus les gens retweetent ce que vous avez publié, plus ça va apparaître, ce qui est quand même assez logique comme système de fonctionnement, il faut le dire. Sur Instagram, un peu comme Facebook, c'est le même créateur, c'est pas trop surprenant, c'est les commentaires et les likes. Donc, plus il y a de réactions sur vos photos, plus il y a de likes, plus il y a des gens qui vont commenter, eh bien, plus vos photos vont faire le tour sur les internets et plus les gens vont le voir. Donc, une fois qu'on sait ça, dans le fond, je vais skipper profiter du momentum, je vais vous parler d'analyser les analytiques. Donc, une fois qu'on sait ça, quel outil on a pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien? Mais là, ce qui est magnifique, c'est qu'avec tous les réseaux sociaux, donc je parle de YouTube, je vais parler des podcasts, je vais parler de Facebook, de Twitter, de Instagram, peu importe les réseaux sociaux, vous avez toujours des analytics qui vous sont fournis gratuitement à vous. Là. C'est vraiment vos données, vos statistiques par rapport à ce que vous avez mis en ligne. Et là, c'est de prendre un moment, c'est votre job de faire ça, c'est de prendre un moment, vous asseoir et regarder, OK, quel post a généré le plus d'interactions? Maintenant que je sais qu'est-ce qui va faire en sorte que mon post va être propulsé partout, ben qu'est-ce qui a généré le plus d'interactions cette semaine? Qu'est-ce qui a marché le plus? On s'interroge, on regarde et après ça, on exploite ça. Donc, si par exemple, j'ai fait un post sur mon jeu avec des photos de moi en train de créer le jeu et que là, ça a eu plein de réactions cette semaine, ben je le sais que ça pogne. Qu'est-ce que je fais? Ben pas plus idiot qu'un autre, j'en refais de ça. Donc, c'est de profiter du momentum autant quand vos trucs pognent, quand les gens commencent à parler de vous, c'est pas le moment de lâcher, c'est le moment d'être présent et de continuer à donner du stock parce que justement les gens parlent de vous, les gens s'intéressent à vous, donnez-leur du contenu pour qu'ils vous voient. Le but c'est d'être visible. Donc ça demande un investissement de temps, ça demande un peu de réflexion, un peu de stratégie, mais ça se fait très bien une fois qu'on l'a compris. Et c'est la même chose, profiter du momentum. Si par exemple vous avez eu l'aide, par exemple, d'une blogueuse qui vous a fait un article sur le jeu, vous avez eu quelqu'un qui a fait une vidéo sur votre jeu, quoi que ce soit, c'est pas le moment de faire « Ah, parfait, c'est sorti, et voilà, tout est réglé. Une tape dans le dos, je publie ça sur ma page, puis that's it. » Non, parce que là, c'est le moment où les gens vont parler de vous. Donc, c'est le moment où vous devriez faire en sorte d'être le plus présent afin de continuer à générer des réactions, des gens qui parlent de vous, générer des réactions, des gens qui parlent de vous et que ça soit explosif. Donc, plus on est présent, c'est d'être un peu
justement un peu agressif dans notre façon d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fonctionne, c'est la stratégie de comment briser un peu l'algorithme, ou plutôt surfer sur l'algorithme, je devrais dire. Donc, tout ça mis en place, c'est bien. Sauf que, dans le fond, reste que c'est votre produit que vous allez promouvoir. Donc, la clarté, c'est la clé. Il faut que ça soit clair qu'est-ce que vous faites une publicité pour. Que ça soit très clair quel produit vous vendez, quel produit vous voulez, dans le fond, communiquer avec les gens, pas nécessairement que vous vendez parce que vous êtes peut-être juste dans la création de votre jeu. Qu'est-ce que vous faites, tout ça, il faut vraiment que vous misez sur la clarté de ce que vous faites, c'est la clé, parce que c'est comme ça que les gens, ils vont comprendre rapidement de quoi vous parlez, puis ils vont comprendre rapidement si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, puis s'ils veulent le partager avec les gens. Donc, faire attention à ça. Et là, si jamais vous faites tout ça et que vous voulez avoir une publicité quand même, investir de l'argent, que ce soit pour faire des vidéos pour votre jeu, que ce soit pour que Facebook fasse de la publicité, que des réseaux sociaux fassent de la publicité, tout ça, si vous voulez investir votre argent, faites-le de façon intelligente, c'est-à-dire en faisant de la publicité qui est extrêmement ciblée. Donc, une fois que vous avez fait ce qu'on parlait précédemment, vous avez observé, dans le fond, la communauté autour de vous, vos potentiels acheteurs, vous savez c'est qui que votre jeu va cibler, bien à ce moment-là, c'est de faire de la publicité qui est très ciblée vers eux autres. Une autre chose qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux pour justement augmenter les réactions, la visibilité, c'est les concours. Donc, si on fait un concours, par exemple, vous avez une copie de mon jeu, pour l'avoir, like, partage, abonne-toi à ma page. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Solution à tout. Vous générez des réactions de plein de gens qui veulent avoir un produit gratuit et c'est le moment de profiter de cette génération-là de réactions sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous faire connaître et faire connaître votre produit. Donc, je vais te redonner la parole avant de continuer mon truc pour que toi, tu puisses continuer ton explication sur les jeux. Oui, ben en fait, Sophie, je vais te partager Simon Desjardins, justement, qui a dit, pour répondre un peu aux commentaires, qui misait sur l'expérience client pour permettre de monter la barre et de se démarquer sans changer l'intégrité du jeu. Voilà. L'expérience client, je pense qu'on va parler aussi un peu plus en détail dans notre prochain live la semaine prochaine. Oui. Et il y a aussi indiqué, les concepteurs ont souvent peur de comparer ouvertement leur jeu à d'autres, mais je crois qu'au contraire, c'est très bon. Je suis en accord avec toi, Simon. Stonemeyer, que Sophie a déjà nommé, applique justement cela dans l'annonce de leur prochain jeu Pendulum, en disant carrément sur leur site que le jeu plaira aux fans de, je ne sais pas nommer cela, je suis désolée, Tzolk'in et Seven Wonders. Oui, puis c'est bien, puis vous voyez comment ces deux jeux-là, dans le fond, c'est pas de la compagnie Stonemaier, pas du tout, mais il n'y a pas de compétition à avoir. Ce que Jimmy Stegmaier fait, et c'est pour ça, entre autres, que je l'admire, c'est qu'il va aller chercher cet effet-là de « Ah, vous aimez ce style de jeu-là, ça va vous plaire. » C'est parfait parce que quand vous sortez votre jeu, vous avez une idée de c'est quoi votre jeu. Vous essayez au mieux possible de partager ça ressemble à quoi votre jeu, mais pour que la personne soit intéressée, parce que une fois que vous partagez ça, vous faites, je sais pas moi, un article, vous faites une vidéo, vous expliquez, mais pour que la personne soit intéressée à lire vos choses, il faut qu'elle soit intéressée, qu'elle se sente concernée. Fait que c'est une super bonne stratégie de dire, ben écoute, ce jeu-là, ça ressemble à ça. C'est inspiré de ça. Si c'est des jeux que la personne aime, la personne va avoir un intérêt à pousser un peu plus loin puis aller voir sur votre site, ça ressemble à quoi, lire l'article que vous avez écrit et en apprendre plus sur votre jeu. Effectivement. Donc, dans le monde de la vente, c'est très intéressant ici, c'est de garder en tête que, oui, un aspect compétitif, mais sous-jacent, l'aspect coopératif est primordial ici. Donc, il y a tellement de compétition qu'au final, ça devient pas une compétition. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est correct de nommer d'autres jeux, de faire des associations avec d'autres compagnies, si c'est dans l'optique vraiment d'aller chercher des joueurs puis des gens qui vont acheter votre jeu. Ouais. De toute façon, Jimmy Stegmaier ne fera pas exploser les ventes de Seven Wonders avec son post, c'est déjà fait. Le jeu est déjà très bien connu, ceux qui devaient l'avoir l'ont, et il y a personne qui va lire ça et qui va faire « Ah ben moi, sais-tu quoi, je vais pas acheter son nouveau jeu, je vais aller acheter Seven Wonders à la place. »
Effectivement, effectivement. Là, on parle à grande échelle, mais tu sais, c'est la même chose avec les nouveaux concepteurs aussi. Mhm. Que c'est d'être un peu plus dans l'entraide, de dire, ben, si vous aimez mon jeu, ben, il y a telle autre personne qui a un jeu dans le même style. Ça va pas faire en sorte qu'une personne ne va pas acheter votre jeu, mais c'est juste de créer des réseaux de contacts, en fait. En Puis fait, vous quand allez générer de l'intérêt, vous allez générer une base connue pour le client. Pour, Exactement. C'est ça Mhm. qui est super important quand on commence son entreprise ou quand on commence dans la vente. Comme Sophie a très bien dit. Parfait. Donc, je te partage ton écran, Elsa. Et je me tais. Yes! Je suis, je suis prête. Parfait. Tu me fais un petit yup. Ah, Non, ben c'est mon partagé. parfait, c'était mon petit Oh, yup. Mais mon je peux te Dieu. faire un yup. Yup! En fait, sinon, Simon Desjardins rajoute ici au même titre qu'en tant que designer, tu as beaucoup à apprendre des playtests. Oui, exactement, pour d'autres designers, effectivement. Les playtests qui sont très, très, très intéressants, qu'on va pouvoir parler aussi un peu plus en détail dans le prochain live. Donc, faire un petit parallèle avec ce que j'avais dit par rapport aux variables d'un jeu de société, pour ceux qui n'étaient pas présents ou qui veulent suivre. J'avais nommé qu'il y avait différentes variables pour concevoir ce qu'on appelle un bon jeu de société, entre guillemets. Puis j'ajouterais à ça, puis j'ai mis ici un peu le lien qui est un mémoire très, très, très intéressant sur la gamification, le marketing et la communication dans les jeux. Il expliquait un peu à travers ce texte-là qu'un jeu de société ou un jeu, pour qu'il soit vraiment intéressant, doit permettre de créer et de faire développer certaines habiletés. Et s'il y avait une division des habiletés en différents concepts, par exemple l'augmentation des capacités cérébrales, là, il y a l'aspect très neurobiologique ici, donc le niveau de sérotonine, qui est notamment une hormone associée dans le plaisir et dans les émotions. Donc, quand cette hormone-là du bonheur est augmentée dans le cerveau, ben, ça crée du plaisir. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'une personne va vouloir continuer à jouer au jeu. Bon, ça, évidemment, c'est un peu plus difficile à aller évaluer quand on n'est pas en euro, mais l'objectif sous-jacent à ça, c'est qu'on veut faire activer cette hormone-là quand quelqu'un joue à notre jeu. On veut aussi, en plus de stimuler au niveau neuropsychologique, neurobiologique, on veut booster la mémoire. En fait, on peut vouloir booster la mémoire, qui est comme une autre sphère à développer. Donc, des jeux de mémoire qui demandent d'intégrer des notions, de travailler certains aspects associés à l'aspect mnémosique. On veut peut-être créer un jeu qui transporte dans une réalité virtuelle, donc qui permet aux joueurs de se sentir en confiance, protégés dans un certain monde qui n'est pas le monde réel. Donc, on pense notamment aux jeux dans lesquels il peut y avoir une personnification. Dans les jeux de société, ça peut être un jeu de rôle ou dans des jeux dans lesquels le joueur va pouvoir développer une certaine force ou travailler certaines habiletés en n'étant pas lui-même, mais en personnifiant un personnage. Descent, D&D, plusieurs jeux de ce style-là où on peut, par exemple, moi, je peux interpréter un gros barbare qui fonce dans le tas. Je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais à travers la personnification, l'interprétation de mon personnage dans un monde virtuel, je développe des nouvelles habiletés aussi que je peux intégrer dans ma vie de tous les jours. C'est un jeu qui peut être apporter l'aspect d'immersion totale. Donc, on se transpose dans un univers fictif, immersif, avec ses propres règles, dans laquelle on évolue de manière autonome, de manière efficace, et on retire les bénéfices aussi. Donc, je suis un elfe, je me laisse aller dans ce monde fictif. Je suis juste dans le lâcher-prise et le plaisir, et après ça, je retourne à la réalité. Certains jeux qu'on veut qui nous permettent d'apprendre, des jeux d'apprentissage, des jeux éducatifs ici, où est-ce qu'on peut développer, par exemple, la curiosité. Donc, des jeux où il y a vraiment une espèce de mystère, c'est pas stressant, c'est serein, c'est plaisant, des jeux dans le style de détective, dans le style de unlock, dans le style... Bon, des jeux vraiment où est-ce qu'il y a le plaisir, mais aussi la découverte. Et on peut vouloir baser un jeu sur l'augmentation de la détermination. Donc, vraiment travailler
tout ce qui est l'automotivation, la motivation intrinsèque et le développement de la persévérance chez certaines personnes. Fait que ça, je vous invite à aller lire le texte, c'est super intéressant, mais c'est une partie qui ressortait, que je trouvais pertinent, de toujours garder en tête, quand je conçois mon jeu, je veux que ce soit quoi les objectifs de ce jeu-là. Qu'est-ce que je veux que mon jeu développe, mais surtout, qu'est-ce que je veux que mon jeu apporte aux joueurs? Parce que plus tard, quand on va passer notre stratégie marketing, c'est vraiment ces éléments-là qu'on va devoir mettre de l'avant et ressortir dans notre publicité. Sophie parlait d'une publicité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Kickstarter. Bien, il faut bien connaître ce que notre jeu va apporter aux joueurs pour vraiment pouvoir, par la suite, le mettre de l'avant pour aller chercher vraiment ce qu'on appelle notre public cible. Donc, je vous invite à regarder plus tard, en plus en détail, cet article et autres. On va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle les mécanismes d'un jeu de société. Je vous parlais tout à l'heure les variables. Les variables, c'est dans pas nécessairement la conception, encore, on est plus dans la créativité, vraiment dans les points de départ de notre conception de jeu, mais un peu plus tard, quand on est vraiment rendu à créer le contenu, quand on est rendu à peaufiner même ce contenu, il y a les mécanismes du jeu de société qui vont vraiment influencer, encore une fois, ce qu'on va considérer comme un bon jeu, mais aussi comment est-ce qu'on va plus tard pouvoir bien utiliser les stratégies marketing pour pouvoir mettre en vente et populariser notre jeu. Alors ici, on va parler de 3 mécanismes. Tout d'abord, il y a le mécanisme de jeu qui va dépendre des capacités des joueurs. Ça veut dire que notre jeu, le jeu qu'on va créer, le jeu de société, va être vraiment axé. L'élément principal, en fait, va être axé sur le développement d'une ou de plusieurs compétences du joueur. Donc, les bases des compétences que le joueur va peaufiner, améliorer, développer dans le jeu. Donc, si moi, dès le départ, je me dis, mon jeu, je veux qu'il soit axé sur les capacités du joueur. Donc, je veux que ce soit un jeu que quand le joueur va l'acheter ou quand il va développer son intérêt pour ce jeu, ça va être vraiment basé sur son développement personnel, soit intellectuel, psychologique ou physique. Alors là, ce qu'on doit garder en tête, c'est se dire, mon jeu qui développe certaines habiletés, et c'est quoi ces habiletés-là? Est-ce que c'est des habiletés, par exemple, psychomotrices, un jeu de rapidité, un jeu de reconnaissance visuelle, un jeu de dextérité? Est-ce que je veux plutôt que mon jeu, ça soit un jeu intellectuel? Donc, que les gens qui vont vraiment acheter ce jeu-là, ce soit pour faire des calculs mentaux, travailler l'aspect plus cognitif. Est-ce que c'est un jeu de mémoire? Est-ce que c'est un jeu de projection, d'abstraction? Est-ce que je veux que ce soit un jeu plus artistique, un jeu de dessin, un jeu de mime, un jeu de chant? Donc, vraiment, de garder en tête quel est le mécanisme que je veux mettre de l'avant, de voir c'est quoi cette section-là, puis de vraiment mettre l'accent là-dessus. Effectivement, ça peut être aussi combiné, ça peut être un jeu artistique et intellectuel, mais c'est très important que ces éléments-là soient clairs parce que c'est ça plus tard, je le répète ici, mais qui va permettre de vraiment orienter notre stratégie marketing de vente du jeu. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'interaction entre joueurs. Alors, il y a certains jeux qui vont être axés vraiment sur ce que le jeu va apporter aux joueurs. Puis il y a d'autres jeux qui vont être axés sur qu'est-ce que le jeu va amener comme interaction entre les joueurs. Donc, ici, c'est des jeux de dire, c'est quoi le rythme du jeu? C'est quoi le type de relation que ça promouvoit? C'est quoi que ça cible, ce jeu-là? Si mon jeu est un peu plus dans cette catégorie-là, je vais porter attention au rythme du jeu. Est-ce que c'est un jeu qui est à tour de rôle? Est-ce que c'est un jeu où les joueurs jouent de manière simultanée? Est-ce que c'est un jeu en temps réel? On va porter attention aussi au type de relation. Est-ce que c'est un jeu où il y a un travail d'équipe? Est-ce que c'est un jeu au contraire? Est-ce que c'est compétitif puis que tout le monde est de son côté? Est-ce que c'est un jeu de diplomatie ou un jeu asymétrique où, dans le fond, on n'est pas sûr de ce qui se passe semi-coop? Et enfin, le ciblage. Quel est le type, un peu comme on voyait tout à l'heure, du jeu? C'est un jeu de course, c'est un jeu de bagarre, c'est un jeu d'entraide, etc. Donc ici, vraiment, l'élément, comparé à tout à l'heure,
Tout à l'heure, c'est très qu'est-ce que le jeu va nous permettre de développer. Et ici, c'est l'interaction. Donc, c'est très interpersonnel si on choisit ce type de jeu. Enfin, troisièmement, on peut décider d'orienter notre jeu dans les mécanismes sur le matériel du jeu. Puis on le voit, ça, dans certains jeux où ce que peut-être c'est moins axé sur l'interaction, c'est moins axé sur mettre de l'avant certains types de jeux, certaines variables, mais c'est un peu plus axé sur le matériel. Donc, on accorde une importance aux mécaniques qui sont très clairement définies dans le jeu, des règles très précises, top-notch, des possibilités d'action très, très, très bien structurées. Donc ça, vraiment, c'est des jeux qui vont mettre l'accent sur le plateau de jeu. Donc, c'est des jeux qu'on va voir que vraiment la structure, les déplacements sont très complexes, très bien définis. Il y a des grandes possibilités de transformation du plateau de jeu. Autant en 2D, en 3D, transformation de différents éléments. Et les buts du jeu vont être très bien définis. C'est vraiment là-dessus que l'élément central va être porté. Il y a certains jeux aussi, ça va être axé sur les pions, sur les actions possibles. Donc, on retrouve ça notamment dans les jeux de cartes, où que vraiment chaque personnage, chaque action est important. La carte, le matériel, c'est ça l'élément central. C'est pas l'interaction, c'est pas nécessairement d'autres aspects, c'est vraiment le matériel en soi. Dans les pions aussi, c'est les comportements, les fonctions particulières. On retrouve ça notamment dans les jeux où il y a une évolution des personnages. Je mets un peu exemple Gloomhaven, qui est un jeu dans lequel le matériel est très important pour ceux qui ont joué. Puis l'évolution aussi des personnages est très, très importante. De nos personnages. Par la suite, la gestion de ressources. Est-ce que c'est un jeu dans lequel on a accès à une gestion de ressources? Est-ce que c'est un jeu dans lequel c'est des gestions de ressources très claires ou il y a certaines spéculations? Puis comment est-ce qu'on arrange nos ressources? Bon, cette variable-là est surtout visible dans les jeux de gestion de ressources. Le premier jeu qui me vient en tête, exemple Agricola. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de jouer avec le matériel du jeu puis d'avoir le plus de ressources possible pour gagner. Donc, l'importance de ce jeu-là, c'est pas les interactions sociales, par exemple. C'est vraiment le matériel du jeu. Et enfin, la gestion de l'information. Donc là, ici, on parle un peu plus des jeux où il y a de diplomatie, où il y a un partage d'informations, les jeux un peu plus stratégiques, où justement, ici, c'est de voir qu'est-ce qui est produit à travers ça. Comment est-ce qu'on peut partager l'information? Comment est-ce que la communication se retrouve dans ce jeu-là? Est-ce qu'il y a des informations secrètes, des informations partagées et la gestion de sa main de jeu? Donc, vraiment, l'accent est mis là-dessus. Donc, vraiment, si on retourne ici, il y a 3 formes de mécanique principale. Axé soit, est-ce que je veux que ce soit un jeu qui soit axé sur les capacités du joueur, donc vraiment un jeu qui permet de développer spécifiquement, concrètement, les habiletés du joueur qu'il va pouvoir reproduire dans sa vie de tous les jours? Est-ce que je veux que mon jeu mette l'accent sur les interactions entre joueurs? Donc, que le plaisir, puis que vraiment ce qui rend le jeu attirant, ce soit les capacités d'interaction, le rythme, les relations, le style? Ou est-ce que je veux que mon jeu, ce qui le mette de l'accent et ce qui permette la vente de ce jeu-là, le rendre attrayant, ce soit le matériel du jeu? Donc, le plateau, les pions, comment est-ce que je gère les ressources, comment est-ce que je peux créer des stratégies d'information avec ma main et mon jeu. Donc, c'est vraiment les 3 éléments qui sont centrales à garder en tête, puis vraiment quand on conçoit son jeu. Et quand on veut faire une stratégie marketing, de se dire, mon jeu, c'est quoi qui met le plus de l'avant? Et après ça, une fois qu'on a ça en tête, comment est-ce que j'utilise cette information-là pour le mettre en place dans ma stratégie marketing et justement l'utiliser, comme Sophie l'a dit, dans les médias sociaux ou dans le bouche à oreille pour faire en sorte que les gens se disent « Ah oui, mais c'est vrai, moi j'aime ça, un jeu de style Agricola. » Justement, le jeu de ce concepteur-là, c'est un jeu de matériel, de gestion de ressources, ça va me plaire. Ou non, tu sais, moi, au contraire, j'aime ça les jeux de style loup-garou. J'aime ça en gang, vraiment axé sur, tu sais, l'esprit d'équipe ou, l'esprit un peu semi-coop. Le jeu de tel concepteur va m'intéresser.
Ou encore une fois, au contraire, moi, j'aime ça les jeux qui font développer mes capacités. J'aime ça les jeux un peu plus qui me permettent, exemple, comme un Mikado ou très futé. Ben, tel joueur, lui, ce qu'il met de l'avant, c'est que c'est un jeu qui fait développer l'aspect intellectuel. Ben, et voilà, je vais pouvoir aller chercher ce jeu-là, créer une relation, euh, une relation, une association envers ce jeu-là, parce que c'est vraiment le mécanisme du jeu que je mets de l'avant et que j'utilise dans ma stratégie de vente. Donc, je vous invite à garder un peu ces 3 mécanismes-là en tête, puis de voir chez les joueurs, quel mécanisme de jeu est-ce que vous aimez le plus? Et chez les concepteurs qui nous écoutent, votre jeu à vous, là, celui que vous voulez concevoir, quel mécanisme qui met vraiment de l'avant, puis comment vous pouvez utiliser ça dans votre vente et dans la promotion de votre jeu de société. Donc, je fais le partage maintenant et je retourne la parole à Sophie. Oui, ça sera pas bien long. Je remets ma présentation sur les internets. Et voilà. Bon. Et voilà. Donc, briser l'Internet, oui. Mais maintenant, on passe à les bases du marketing. Donc là, j'ai pris le modèle qu'on connaît bien, qui est AIDA, donc AIDA, qui est attention, intérêt, désir et action. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les étapes que vous devez faire pour commencer par vous faire repérer par les gens jusqu'à générer une vente pour votre jeu. Donc, A pour attention, qui est justement tout ce que j'ai parlé tantôt par rapport à l'Internet, aux réseaux sociaux, aux algorithmes, d'essayer d'être présent, d'essayer d'être un peu agressif et de profiter de tout ce qui fonctionne bien et de faire plus de ce qui fonctionne, moins de ce qui ne fonctionne pas. Bref, c'est attirer l'attention du consommateur cible et se faire connaître. Pour ça, il faut connaître très, très bien son consommateur cible. Pour le connaître bien, c'est d'observer, comme je vous ai dit au début. Mais pour connaître bien, puis pour faire les bonnes recherches pour son consommateur cible, il faut connaître super bien qui notre jeu va cibler. Et pour ça, c'est justement l'importance de ce qu'Elsa vient de vous montrer. Donc, vraiment déterminer très très bien c'est quoi les mécaniques de votre jeu. Vous pouvez aller voir sur Board Game Geek, ça va vous aider à déterminer quelles mécaniques vous englobez dans votre jeu, quel type de joueurs sont intéressés par ce type de jeu-là. Et de là, faire vos recherches et cibler les gens qui pourraient être intéressés à votre jeu. Après ça, on essaie de générer l'intérêt, donc faire en sorte que les gens s'intéressent à notre projet, à notre jeu. Et une fois qu'ils sont intéressés, on essaie de générer le désir d'acheter. Donc, on souhaite que les gens commencent à vouloir le jeu, à vouloir se le procurer. Et à ce moment-là, on essaie de générer l'action, donc générer le cliquer sur « Ajouter au panier ». Donc, on va voir ça plus en détail. Donc, générer l'attention des gens, c'est le plus important. Donc, comme je disais, mon public cible, c'est qui est-ce qui va être intéressé de jouer à mon jeu. Donc, mon jeu entre dans quelle catégorie? Elsa l'a super bien nommé, donc je n'irai pas plus loin là-dedans. Il faut également, quand vous attirez l'attention, que vous ayez une marque. Une marque dans le fond, de votre compagnie, si vous voulez, si vous voulez produire votre jeu par vous-même, tout ça. Donc, que ça soit très clair, votre marque communique clairement votre message, qui vous êtes, et qu'elle soit tout le temps présente pour que les gens aient quelque chose de facilement repérable, qui font comme « OK, ça c'est lui ». Donc ça, c'est important. Assez rapidement, ça ne demande pas d'investir super beaucoup d'argent dans un logo ou quoi que ce soit. Ça demande juste d'en avoir un et d'avoir quelque chose qui est assez clair pour les gens. Ensuite, attirer les gens, c'est par rapport à la communauté des jeux de société, comme j'ai parlé. Donc, dans les forums, vous pouvez créer des forums sur Board Game Geek, sur Trick Track. Les gens, c'est pas rare, les créateurs de jeux qui vont créer des forums là-dessus et qui vont inviter les gens à aller se joindre là. Donc, qui vont avoir un peu un sneak peek de la production du jeu, créer un Discord pour parler aux gens, par exemple, une page Facebook, un groupe Facebook. Donc, vraiment libre à votre imagination ce que vous pouvez faire. Ensuite de ça, on va générer l'intérêt. Générer l'intérêt des gens une fois qu'ils savent qui vous êtes. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont venir cliquer sur votre page, qu'ils vont venir vous rejoindre et qu'ils vont être intéressés à ce que vous faites. Donc, la première chose est, Simon l'a nommé, donc l'expérience client. Donc, on communique directement avec les gens et une approche personnalisée. Donc, voyez ça comme vous voulez, mais de communiquer avec votre clientèle, communiquer avec les gens qui sont intéressés, d'envoyer des messages aux gens qui viennent d'aimer votre page, par exemple, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est bien reçu par la communauté et c'est quelque chose qui va aider justement à la rétention de vos clients et à générer de l'intérêt dans les produits que vous allez créer. Plus l'expérience client va être awesome,
et plus vous allez générer d'intérêt pour votre produit. Et ça, c'est de bouche à oreille aussi, autant que la qualité de votre jeu, autant que le fait que votre jeu soit super bon. Comment vous allez traiter votre clientèle, comment est-ce que vous allez gérer en fait les gens qui vont vous contacter, tout ça, et entrer en contact avec les gens. Ça va être quelque chose qui va faire d'autant plus vendre parce que ça fait du bouche à oreille de tout le monde. Par exemple, on sait que certaines compagnies, quand ils vont faire des Kickstarter, l'expérience va être magique parce que ces gens-là sont vraiment très, très proches de leurs backers, de leurs joueurs, en fait, qui vont acheter leur jeu. Donc, c'est d'essayer de reproduire un peu la même chose. Aussi, on va diriger les gens vers une page d'accueil, que ce soit sur votre site web, que ce soit sur votre page Facebook, que ce soit où vous voulez. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'avec les réseaux sociaux, vous allez attraper une majorité de gens. On essaie de rediriger tout ce beau monde-là vers une page d'accueil claire qui va vraiment donner toutes les informations nécessaires sur c'est quoi votre jeu, c'est quoi votre produit, qu'est-ce qui vous définit, quelque chose de rapide, qui est facile rapidement pour les gens de comprendre en fait ce que vous vendez, ce que ça va être votre jeu, c'est quoi ça va être comme principe, tout ça. Fait que oui, diviser pour mieux régner, ça on va sur plusieurs réseaux sociaux, ça va nous permettre d'aller attraper ici et là des gens qui peuvent être intéressés. Par contre, c'est important de ne pas s'éparpiller. C'est important de ne pas éparpiller l'information, important d'avoir un endroit où on redirige les gens, que c'est là que toute votre information importante est. Et quand on les redirige, on s'arrange pour que la place où ils vont atterrir, ça soit quelque part de très, très, très clair et de très précis sur ce que vous faites. Donc, ça va permettre vraiment de générer encore plus d'intérêt pour votre produit. Donc, comme je parlais tantôt, pour générer l'intérêt, les concours, les giveaways sur Internet, non seulement ça attire l'attention, mais ça va générer l'intérêt des gens. Donc, comme j'expliquais, les concours qui disent, si tu veux t'abonner à ce concours-là pour recevoir, par exemple, mon jeu, si vous l'avez déjà créé, ou d'autres choses, eh bien, à ce moment-là, il faut que tu aimes ma page, que tu partages ma publication, puis que tu t'abonnes à ma page. Et voilà. Bravo, vous avez un nouveau like, un nouveau partage et vous avez des gens qui réagissent à votre publication. Donc, tout ça fait en sorte que vous avez plus de chances que votre produit se fasse remarquer. Parce que si on parle de l'analytique, justement, plus on a de réactions sur nos choses, plus nos choses sont propulsées loin. Donc, petit truc comme ça. Ensuite, on veut générer le désir de l'acheteur. Fait qu'on y est presque, là. Vous avez une page Facebook, vous commencez à avoir des abonnés, vous commencez à avoir des gens qui vous suivent, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, vous continuez quand même à vouloir avoir le plus d'attention possible, mais là, on veut que les gens qui sont proches de vous commencent à vouloir acheter votre produit. Donc, pour ça, il faut rester proche, rester en contact avec vos gens, avoir, comme si on le disait, une expérience client qui est impeccable. Donc, pour ça, on peut faire ça via un groupe Facebook, un Discord, la liste de courriels, ça peut être super important. Donc, ça, une liste de courriels, c'est quand les gens commencent à vous contacter, quand les gens commencent à avoir de l'intérêt pour votre produit, vous pouvez dire « Ah, est-ce que vous voulez être sur ma liste de courriels, par exemple? » Et là, je vais vous envoyer des mises à jour sur mon jeu à telle fréquence, par exemple, pour vous tenir au courant. Et là, comme ça, vous ramassez des courriels qui vont vous permettre de pouvoir faire une plus grosse pub une fois que votre jeu va être sorti. Donc, on essaie de booster le plus possible les contacts qui pourraient être intéressés dans votre produit, les chats de groupe, tout ça. Donc, vous restez en contact. Plus vous allez être proche de votre clientèle, plus, dans le fond, ça va être à votre avantage. Une fois que le désir d'acheter, donc là, vous les avez teasés un peu partout, vous avez jasé avec eux autres, vous leur avez expliqué c'était quoi le jeu, plus en détail, parce que là, les gens sont intéressés, fait que c'est vraiment le temps de miser sur, là, je suis en train de faire ça, voilà, pour le développement de mon jeu, tout ça, misez gros là-dessus, fait que là, les gens, ils ont envie d'en savoir plus pour votre jeu. C'est là qu'on va générer une action de ces gens-là qui sont intéressés, qui sont investis dans ce que vous faites. Donc, autant sur le crowdfunding, donc sur Kickstarter, par exemple, ça va être à ce moment-là, ça va être le moment propice de faire, eh bien là, si vous aimez ça, je vous invite à vous inscrire à ma page Kickstarter, par exemple, pour être notifié quand elle va être mise en ligne. Donc ça peut être quelque chose où je vous invite à rejoindre la campagne si elle est déjà sortie à telle place. Ou, en fait, c'est s'inspirer de Kickstarter. S'inspirer aussi, si on ne fait pas de campagne Kickstarter, on peut s'inspirer quand même de certaines compagnies qui vont faire des stretch goals sociaux, qui sont quelque chose de plus en plus répandu. C'est quoi des stretch goals sociaux? C'est qu'on va profiter, pas profiter parce que c'est un mauvais terme, puis c'est vraiment pas, c'est un peu négatif, puis c'est pas ça pantoute qu'il faut que ça sonne, mais on va en fait
demander aux gens de participer à la connaissance du jeu. Donc, les stretch goals sociaux, c'est de dire, ben là, je vais libérer telle récompense, par exemple, quand, s'il vous plaît, si vous faites tant de partages sur Facebook, si vous allez aimer, si j'ai tant de likes sur ma page Facebook, je vais faire telle affaire. Si, par exemple, sur KickTrack, on se ramasse numéro 1 parce que tout le monde a été cliqué sur notre page de jeu sur le site KickTrack, ben là, à ce moment-là, je vais libérer d'autres choses. Donc, même si on ne fait pas de Kickstarter, c'est possible d'essayer d'aller générer cet effet-là de « Ah, ben là, si vous êtes intéressé au jeu, je vous invite à blablabla, partager, faites connaître le produit par d'autres personnes. » Et c'est de la publicité gratuite, c'est de la publicité qui fonctionne, des recommandations par d'autres joueurs. Eh bien, de tout ça, une fois que l'intérêt est là, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire, c'est diriger vers notre page d'achat où ils vont pouvoir acheter et ou précommander le jeu, ce qui est en fait la finalité de ce qu'on souhaite que les gens fassent. Donc, je pense que ça fait le tour de ma troisième partie. Donc, je vais te retransférer ça, Elsa. Ça sera pas Oui, attends une seconde, je te repartage cela. Parfait. Je t'enlève, tiens. Oui, enlève-moi de l'écran. Oh, comment? OK. Et voilà. Parfait. Et voilà. Donc, la troisième partie que je voulais vous présenter. Puis là, je tiens encore à dire, il y a le terme psychologie, mais c'est pas quelque chose que moi, j'ai vu dans le cadre de mes cours. Je pense qu'on va un peu plus ça dans la psychologie industrielle et organisationnelle, mais ce qu'on appelle la psychologie du consommateur. Donc, on voit beaucoup un peu plus dans les études en marketing. Pourquoi les joueurs décident d'acheter un jeu? Donc là, on a parlé l'aspect pensée à notre concept de jeu. Concevoir, créer un jeu, qu'est-ce que ça prend, les variables et mécanismes de jeu. Et on est un peu à l'autre côté ici, c'est de se dire, OK, maintenant que j'ai créé mon jeu, comment est-ce que je fais pour soit l'adapter aux joueurs ou qu'est-ce que je mets de l'avant pour intéresser mes joueurs cibles? C'est ce qu'on appelle la psychologie du consommateur. Et voilà. Donc, dans la psychologie du consommateur, puis qu'est-ce qu'on va commencer à explorer aujourd'hui avec le temps qui nous reste, puis on va voir un peu plus en détail lors de notre prochaine live la semaine prochaine, c'est que en 1986, il y a Sproul et Kendall qui ont ressorti ce qu'on appelle des types de consommateurs. Comme tout type, c'est très, très vague. On peut se retrouver à 100% dans un type, mais généralement, c'est plus comme ce qu'on appelle comme des pièces de puzzle. On a un petit peu de chaque type, dépendamment de comment on se sent et de la situation. Donc, il y a 8 types qui ressortaient. 8 types qui ressortaient. Tout d'abord, nous avons le joueur ou le consommateur perfectionniste. Donc, ce joueur-là, ce consommateur-là, c'est quelqu'un qui va rechercher la qualité dans le produit. Donc, perfectionniste veut dire minutie, respect de l'ordre, s'attend à ce que le produit fini, le jeu, soit impeccable. Donc, lui, il va acheter juste les jeux qui sont totalement finis. Il ne va pas soutenir nécessairement, exemple, les Kickstarter, il ne va pas vraiment soutenir des nouveaux projets. Il va vraiment mettre l'accent sur la qualité des pièces, la qualité des pions, la qualité... Les Kickstarter, je m'excuse. Il va soutenir les Kickstarter, oui, ça va être un très, penses? très, très bon client de Kickstarter parce que justement, ça va être des produits qui vont être développés avec une qualité qui va outrepasser celle des produits faits en magasin. OK, bon ben, et voilà. Il va soutenir les Kickstarter. Ce que je voulais dire par là, puis je vais mettre une petite nuance, c'est qu'il ne va pas soutenir les nouveaux concepteurs de jeux, donc ceux qui n'ont pas déjà fait leurs preuves. Donc, c'est quelqu'un notamment qui va soutenir les Kickstarter, qui ont déjà fait leurs preuves, puis qui sait déjà que ce qu'il va produire, c'est un produit, donc un jeu de société top-notch, avec des produits de qualité. Par la suite, on a le consommateur qui va être attentif aux marques. Donc ici, c'est le... Excuse-moi, je pense un petit peu à toi, Sophie, je vais faire un petit parallèle, mais c'est le joueur et le consommateur qui va vraiment avoir une marque préférée et qui va vraiment, à chaque fois que cette marque-là produit des jeux, va tout de suite mettre son attention là-dessus et majoritairement en acheter. Est-ce que tu t'identifies un peu à ça, Sophie? Absolument pas. Awaken Rim n'a rien à voir là-dedans.
Je sais pas, hein? Donc, tu sais, je mets ça un peu avec humour, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ces types-là de consommateurs, c'est pas négatif ou positif, c'est juste différents types de personnalités. Ici, après ça, on a le joueur Oui, je suis hédoniste. d'accord avec Simon Stolmeyer également. Oh! Et voilà. Donc, le joueur ou le consommateur hédoniste, c'est celui qui va considérer le shopping, le magasinage, l'achat de jeux comme une source de plaisir. Donc, cette personne-là, dans sa vie, un de ses passe-temps, un de ses plaisirs, c'est pas de prendre du vin nécessairement, c'est pas d'aller se baigner, c'est pas, etc. C'est de consommer. De consommer des jeux de société, par exemple. Donc ça, on garde en tête, c'est quand même dans l'optique d'un concepteur de jeu, c'est peut-être un des types de consommateurs qu'on veut avoir dans notre mire. Là, je parle dans une optique très, très marketing, mais c'est de dire, OK, c'est qui aime ça, essayer des jeux de société, qui aime ça, acheter puis découvrir des jeux de société. Donc, on va essayer de spotter un peu ces gens-là Je qui sont un peu m'excuse, plus... ça. Oui, Oui, on a Pierre Poisson-Marquis qui nous a écrit, en fait, pour oh, préciser. Bonjour Pierre! Mais pour préciser un peu ce que je disais, en fait, pour les Kickstarter, il disait que les Kickstarter et les perfectionnistes, en fait, c'est le type de joueur qui va soutenir les projets lustrés, pleins de chrome, de pièces luxueuses, de figurines et de graphismes léchés. Et je ne peux qu'approuver avec lui. effectivement, effectivement. Puis je suis d'accord avec vous deux, puis merci de m'avoir repris à ce niveau-là. J'avais mal nommé ce que je voulais dire, mais effectivement, perfectionniste veut dire atteindre un certain standard. Donc, dans les Kickstarter qui permettent d'offrir ce plus-là, puis on le voit beaucoup dans les Kickstarter, tu me diras, Sophie, je me trompe, mais à un moment donné, c'est plus 100%, c'est rendu 200% de financement, 200% du jeu. Donc, tout le Mon plus... Dieu, 200%. Souvent, les bons projets vont se rendre jusqu'à 1000% de financement et plus. Wow! 1000%! Et voilà! Donc ça, j'imagine que c'est ça que Pierre voulait dire, puis que c'est ça que vous ressortez. Mais ça, les consommateurs perfectionnistes vont directement aller là-dessus parce que le 1000% de plus, on s'entend que c'est au-delà de la perfection, là. On est rendu avec de la qualité à l'état pur. Bon. Donc, merci Ah beaucoup, oui, Sophie. Merci, Pierre. Il y a un petit effet subliminal. Vous voyez ce que Sophie vient de faire? L'effet subliminal, c'est utilisé dans le marketing depuis Si seulement longtemps. ils pourraient me payer pour faire la pub de leur jeu, ma vie serait Wink, wink. belle. Wink, wink. Donc, le quatrième type de consommateur, c'est ceux qui sont attentifs au prix. Donc, c'est le consommateur ou le joueur qui, oui, aime jouer aux jeux de société, mais, donc c'est là qu'il y a le petit astérix, mais je recherche les soldes, je recherche les promotions, je recherche les réductions avant d'acheter un jeu. Donc, c'est des gens qui vont être un peu plus enclins à aller dans les bars ou les salons, les cafés, voilà, de jeux de société pour essayer un paquet de jeux de société qui ne vont pas t'en payer pour, mais qui vont attendre que vraiment ce soit les moments de rabais ou de solde avant d'acheter les jeux de société. Donc ici, c'est peut-être un peu moins quand on commence des types de consommateurs qu'on va viser, parce que c'est rare que quand on est nouveau concepteur, qu'on va directement commencer avec des promotions, des rabais, mais bon, éventuellement, c'est des consommateurs qu'on peut avoir en tête. Cinquièmement, les types de consommateurs qui sont attentifs à la mode. Alors ça, c'est ceux qui vont vraiment là, être à fond. Sophie, tu parlais tout à l'heure des médias sociaux. Eux autres, ils sont sur Instagram, ils sont sur Twitter, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook. Ils suivent, dans le fond, ils sont fort probablement sur tous les sites existants de jeux de société. C'est eux qui vont vraiment suivre et porter attention à c'est quoi les courants de mode. Et pour pouvoir capter l'attention de ces consommateurs-là et de ces joueurs-là, il faut être visible, comme Sophie l'a si bien dit, sur les médias sociaux. Donc, il faut vraiment faire partie un peu de ce courant-là de mode. Puis je dirais, c'est souvent un marketing
Puis on va voir un peu plus en détail, là, mais souvent en marketing, c'est très axé sur la mode. Donc, l'effet wow, l'effet, le hype, comme on a mis un peu à la dernière présentation. C'est ça qui va faire en sorte que ces gens-là, qui sont très attentifs à la mode, ne vont pas nécessairement porter attention et se questionner à dire est-ce que j'aime ça ou non? C'est à la mode, donc je vais l'essayer. Par la suite, on a les types de consommateurs ou les joueurs impulsifs. Donc ça, c'est les joueurs qui vont plutôt se dire, ben je l'essaye, puis on verra après. Donc, c'est ceux-là souvent qu'on voit dans les sites de jeux de société qui vont revendre un jeu, ils l'ont essayé une fois, ils n'ont pas aimé, ils l'ont quand même acheté, mais ils vont juste le revendre, puis le redonner au suivant. Donc, sur le coup, ça peut être aussi, encore une fois, dans une optique très marketing, des consommateurs, des joueurs qu'on peut avoir dans notre mire quand on est concepteur de jeux puis qu'on veut vendre des jeux. Donc, vraiment, l'important ici, c'est de le faire acheter. Cette personne-là va l'essayer, souvent le faire partager à d'autres, puis va redonner au suivant, puis un peu l'effet de bouche à oreille qui se fait à ce niveau-là. Septièmement, il y a les joueurs qu'on appelle désorientés. Ça, c'est des joueurs qui ont une grande difficulté dans la prise de décision, qui ont tellement d'informations, trop de choix. C'est un peu associé à leur type de personnalité aussi. Souvent des personnes un peu anxieuses qui ne vont pas acheter de jeu parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de styles que finalement, c'est un peu la paralysie d'analyse. Ils vont dire, je vais prendre le temps d'y réfléchir, je ne suis pas sûre, puis finalement, ne vont jamais acheter de jeu. Donc, c'est sûr qu'on a le moins en tête dans la consommation. Puis, qu'est-ce qui est important de garder en tête avec ce genre de consommateurs-là, c'est que plus qu'on insiste, plus qu'ils deviennent mélangés, puis moins ils achètent. Donc, c'est important de juste pas leur donner trop d'informations, de juste les laisser aller, puis à un moment donné, ils vont se décider, puis ils vont acheter un jeu. Et enfin, dans les types de consommateurs et de joueurs, nous avons les habitués. Alors ça, c'est ceux qui sont fidèles à certaines marques parce que, justement, vous avez réussi avec ces joueurs-là, ces consommateurs-là, à créer une relation, un sentiment d'appartenance. On le retrouve dans les Kickstarter aussi. J'investis du temps, j'investis des commentaires, de l'argent. Je sens qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée avec cette compagnie-là, ce jeu-là, cette marque-là. Donc, ça fait en sorte que les prochaines fois, je me crée une sorte de routine d'achat. Quand il y en publie un nouveau, je refais la même chose. Je mets mes commentaires, je finance. Et finalement, je deviens un habitué de cette marque-là ou un habitué de ce jeu-là. Donc, les habitués, c'est ce qu'on veut, ce qu'on peut en tant que concepteur de jeu, vouloir créer comme relation avec notre consommateur. On veut qu'il y ait une relation. On veut qu'il se sente appartenir et qu'il y ait un sentiment d'identité, d'appartenance qui se crée entre le joueur, le consommateur et le concepteur pour faire en sorte que ce soit un joueur et un consommateur qui nous suit à long terme dans tous nos projets, idéalement. Donc, on voit qu'ici, il y a différents types de joueurs, de consommateurs. Comme j'ai nommé, ce n'est pas coupé au couteau non plus. Il y en a qui se retrouvent un peu là-dedans. Moi-même, humblement, je vais dire que je suis quelqu'un qui est attentif au prix et je vais dire que je suis quelqu'un qui est dans un joueur consommateur habitué. Donc, je suis très attentif au prix. C'est ma variable principale dans l'achat d'un jeu. Mais dès que je deviens associée, puis qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée, je deviens une cliente fidèle, puis qui va soutenir le concepteur puis l'éditeur dans la conception des jeux, puis leur vente de jeux. Mais il y a plusieurs associations comme ça qui peuvent se faire, mais c'est important de connaître son public cible, donc le type de consommateur, de joueur qu'on vise, parce que toute notre stratégie marketing va être influencée là-dessus. Si on veut vendre un jeu avec des qualités matérielles, des produits de qualité, on va viser justement, on va mettre ça de l'avant, mais on le sait qu'on va viser un peu plus les perfectionnistes plutôt que ceux qui mettent l'accent sur le prix. Parce qu'un jeu à 200 $ avec des beaux matériaux, bien, ça ne veut pas dire que ça va aller chercher quelqu'un qui s'attend à avoir un rabais puis qui va viser le moins cher possible. Mais au contraire,
un jeu qui est très, je sais pas, accessible, axé beaucoup sur le plaisir, ben, va chercher un peu plus un hédoniste, puis va peut-être aller chercher un peu moins quelqu'un qui est attentif à la mode. Le hédoniste va dire, ben, hey, ça a l'air le fun, je vais acheter ce jeu-là, même s'il n'est pas à la mode, etc. Donc, prenez ça en tête, gardez ça en tête, puis essayez de réfléchir un peu, vous, en tant que joueur, où est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Et en tant que concepteur, c'est quoi un peu votre public cible? Votre jeu, vous voulez qu'il vise qui? Ça va influencer votre stratégie marketing. Et enfin, pour finaliser, je voulais vous présenter un peu un modèle qui est ressorti dans ce qu'on appelle la consommation de l'acheteur. J'ai mis le lien ici, c'est un article super pertinent que j'ai trouvé. C'est le modèle de 5 étapes. Donc, quand on veut faire le marketing puis publier un jeu, dans le fond, c'est important de garder en tête que le consommateur, sa décision, son processus d'achat va être basé sur 5 étapes. Tout d'abord, il faut qu'il y ait soit un problème ou un besoin pour qu'à la base même, le joueur se dise « il me faut un jeu de société ». Donc, par exemple, un problème, ça serait je reçois des invités chez moi, puis je me rends compte, ben, j'ai aucun jeu pour les divertir. Donc, il faut que je m'achète un jeu de société, par exemple. Donc là, il y a un élément qui va faire en sorte que le joueur va commencer ses recherches. Ou un besoin, ben moi, j'adore ça, les jeux de party. J'ai besoin de m'en acheter un nouveau. Là. Je suis tannée de jouer tout le temps au même, je veux de la nouveauté. Donc ça, c'est l'élément principal. On a besoin de ça pour qu'un joueur décide de consommer, décide d'acheter. Deuxièmement, on a l'étape de la recherche. Le joueur ou le consommateur va faire ses recherches. Soit qu'il va aller visiter des boutiques en personne ou en ligne, surtout en ce moment. Soit qu'il va rechercher sur les médias sociaux pour voir qu'est-ce qui est à la mode. Soit qu'il va aller sur des sites de jeux de société pour aller voir qu'est-ce qui ressort un peu, c'est quoi, il va aller lire des articles, etc. Donc, il faut garder en tête qu'il va faire ses recherches. Alors, si on veut répondre aux besoins du consommateur, il faut que dans cette étape-là de recherche, on soit visible. Que ce soit qu'on soit visible dans les boutiques, qu'on soit visible sur les médias sociaux, qu'on soit visible à travers des articles, des podcasts, des présentations, il faut que les gens soient capables de voir notre jeu. Après ça, le consommateur, le joueur, va aller dans la phase d'évaluation. Donc, il va examiner les différentes options pour répondre à son besoin et il va les comparer. C'est l'étape un peu difficile. Tu sais, je vous nommais tout à l'heure les mécanismes de jeu mis de l'avant, les variables. C'est vraiment là que le temps et l'énergie qu'on a investi sur nos variables et le temps et l'énergie qu'on a investi à promouvoir notre mécanisme de jeu, c'est vraiment là que ça ressort. Il va comparer un jeu et notre jeu, le jeu qu'on a créé, puis il va dire, OK, là en ce moment, j'ai besoin d'un jeu de party dans lequel on a des interactions sociales, dans lequel j'ai du plaisir, lequel des deux que j'ai l'impression qui met le plus ça de l'avant. Puis si on n'a pas réussi à bien mettre de l'avant que notre jeu, son mécanisme, c'est que ça apporte du plaisir puis que c'est super collaboratif, ben notre jeu, il ne va pas avoir assez de punch, puis il va être mis de côté, puis la personne va aller vers un autre jeu. Donc, ça se représente vraiment dans la phase d'évaluation. Après ça, quand on arrive à passer cette étape-là, il cherche, il dit « Ouais, j'ai besoin d'un jeu de party, j'ai cherché. Ah, hey, j'ai vu sur Facebook ce jeu-là, ça a l'air intéressant. Je le compare. Ouais, je pense que celle-là a l'air un peu plus intéressant. Il a l'air vraiment le fun. » Après ça, on a la décision d'achat. Ça veut dire qu'il a identifié le produit, je veux ce jeu-là, il reste à l'acheter. Fait que là, ici, on a différentes variables. Le prix du jeu. Ah ouais, il a l'air le fun, mais il est peine trop cher. L'autre jeu, il est comme moins cher. Fait que là, oups, ici, la décision d'achat, c'est une autre variable. Sophie va en parler la semaine prochaine, ça va être super intéressant, mais tu sais, comment est-ce qu'on évalue financièrement le coût de notre jeu? Après ça, il y a de dire, OK, ici, je vais acheter ce jeu-là, mais finalement, ben, c'est juste 3 personnes, puis nous, on va être 6.
Donc, il y a différentes décisions d'achat. OK, est-ce que je veux soutenir telle compagnie? OK, la boutique offre un 10% de rabais. Donc, il y a tout l'environnement dans le processus de décision d'achat du jeu. Parfois, on a le contrôle, parfois non. Mais quand on a le contrôle, il faut garder en tête qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce jeu-là attractif à l'achat de ce jeu-là. Et ça finit pas là. Parce qu'une fois que la personne se dit, c'est ce jeu-là, je le compare, il a l'air super intéressant, c'est correct, il est dans mes prix, je l'achète, je l'essaye. Et la dernière étape, qui est ce qu'on appelle l'étape du post-achat. Donc là, est-ce que ce jeu-là va le marquer, le joueur? Puis je fais encore un parallèle avec ce que je nommais tout à l'heure. C'est vraiment dans les variables et dans le mécanisme du jeu. Est-ce que j'ai créé un sentiment d'appartenance avec le joueur? Est-ce que j'ai fait en sorte que les interactions sociales étaient plaisantes? Est-ce que le matériel était wow? Est-ce que le joueur il a senti qu'il a appris à travers ce jeu-là? Si oui, tant mieux. Le joueur, ça va le marquer, puis il va vouloir rejouer, puis il va vouloir acheter d'autres produits de votre conception. Sinon, si ouais, c'était bien, mais pas tant, quand il va repasser à travers l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, le jeu va prendre le bord puis il va choisir un autre jeu. Je sais que ça sonne très radical ici, puis il y a plein de variables à prendre en considération. C'est juste de soulever un peu qu'il y a l'étape de la conception du jeu, qu'on doit mettre le plus d'efforts à réfléchir à qu'est-ce que je veux concevoir, c'est quoi mon style, c'est quoi mes variables, c'est quoi le mécanisme, comment je les mets de l'avant. Mais il y a aussi l'étape de la consommation, puis ça dépend du joueur. Puis ça va dépendre de quel joueur cible est-ce que vraiment vous ciblez dans votre stratégie marketing. Puis il faut s'assurer que le style de joueur qu'on cible vient vraiment répondre aux besoins du jeu. Sinon, après ça, dans le post-achat, il n'y aura pas de suite par rapport à ça. Donc, disons que tout se passe bien. Le joueur a adoré votre jeu, il a appris, c'est un jeu social, il a eu du plaisir, c'était drôle, il a rejoué. Et là, ce qui va se créer, c'est le sentiment d'appartenance, la fidélisation, puis il va être intéressé la prochaine fois quand il a un besoin de jouer à un jeu, puis qu'il fait ses recherches, il va tout de suite aller chercher « Ah ouais, c'était le concepteur. Ah, il a fait un nouveau jeu. Ah ouais, l'évaluation, bien déjà, j'ai un sentiment d'appartenance, fait que le jeu part avec un plus. Après ça, dans la décision d'achat, OK, il est un peu plus cher, mais je me souviens que c'était le fun. Et là, il va y rejouer. Puis c'est comme ça que, finalement, la fidélisation se crée jusqu'à temps que, idéalement, on crée un consommateur ou un joueur qui va être un habitué, puis qui va vraiment nous suivre à travers notre parcours en tant que concepteur pour la vision des concepteurs, mais ici, en tant que joueur, bien aussi, ça fait en sorte que vous savez quoi acheter puis quand acheter. Je reviens un peu avec l'exemple de Sophie, je pense que c'est un très, très bon exemple, mais Sophie qui a justement créé un sentiment d'appartenance, de fidélisation avec... c'est quoi déjà le nom de la compagnie? Awaken Realms. Et voilà. Donc maintenant, elle est fidélisée, elle est une habituée et elle le sait que elle va mettre ce 100$ sur le jeu parce qu'elle va mettre ce 800$ sur le jeu. Merci. Parce qu'elle le sait que ça va être un jeu de qualité puis qu'elle va être satisfaite puis que dans le post-achat, elle va avoir eu du plaisir. Ça, c'est un peu l'idéal, bien sûr, qu'on veut créer en tant que concepteur, puis c'est l'idéal qu'on veut vivre en tant que joueur. Donc, ici, de mon côté, j'ai terminé. J'avais quelques réflexions ici que je vous lançais comme ça, si vous vouliez répondre un peu comme commentaire. Sophie, il te restait une partie à nommer? Oui, il me reste une petite partie avec des trucs marketing qui fonctionnent. Bon. Ben, super! Fait que, écoutez, moi, je vais finir là-dessus. Je vais faire ça rapidement, les amis, je vous le promets. Fait que voilà. Les trucs marketing... Oh! Et voilà, c'est fini! Quoi? Non. Okay. J'ai skippé la page. Je reviens. C'était pour vous faire reviser mon PowerPoint. Et voilà. Donc, truc marketing, être présent sur le web.
ça, j'en ai parlé, je pense que, en tout cas, si vous écoutez ça, vous êtes comme « Ah ouais, c'est ça, c'est important. » Mais à ce moment-là, j'ai vraiment pas fait une belle job ce soir et je m'en excuse. Mais il faut être présent sur le web, il faut être présent en réel aussi. Et vous avez tellement de belles occasions de faire ça. Donc en réel, moi, je parle des cafés ludiques, je parle des boutiques, je parle des conventions, je parle de partout où il va y avoir des joueurs que vous pouvez aller atteindre. Et c'est facile, tellement facile d'aller dans un café, par exemple, et dire « Moi, aujourd'hui, je voudrais montrer un prototype de jeu. Est-ce que c'est correct avec toi? Ça va leur apporter des clients. » Toi, tu vas être là, tu vas faire de l'animation avec ton jeu. Les clients vont l'essayer, vont en parler. C'est tellement une bonne pub. Donc, faire une tournée des cafés ludiques, pour moi, c'est excellent. Les boutiques, même chose. Celles qui offrent un endroit pour jouer à des jeux, vous pouvez organiser un petit événement là. Ça va attirer des personnes. La boutique ne peut qu'être contente de ça. Et justement, présentez vous-même votre jeu, tout ça. Donc, puis les conventions, être présent dans les conventions, c'est sûr que c'est important. En fait, même, ça ramène à mon point un peu plus bas, qui est timer la sortie de son jeu. Beaucoup de jeux vont être timés avec les conventions juste parce que c'est tellement une façon efficace de faire de la publicité pour votre produit et d'avoir en temps réel des joueurs intéressés par ce que vous faites, qui peuvent l'essayer. Donc, faire parler de soi, c'est important. On dit qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. L'important, c'est qu'on en parle, mais c'est effectivement vrai. Donc, faire parler de soi, envoyez votre produit. Envoyez-le à plusieurs reviewers, des gens qui peuvent faire, par exemple, des reviews, des gens qui peuvent faire des vidéos règles, des choses comme ça, mais en fait, qui peuvent donner leur avis, qui peuvent faire des articles, par exemple, sur Geekbécois, sur d'autres blogs. Donc, envoyez-le, broadcaster votre produit pour que justement le bouche-oreille se fasse et que les gens, quand ils vont passer à l'étape de la recherche, dans l'étape d'achat, y aient des références pour leur jeu. Donc, profitez du momentum, c'est encore là. Donc, vous faites parler de vous. Il y a des gens qui vous créent des vidéos, qui font des reviews. Ben, c'est le moment pour vous de vous propulser et d'être super actif et de profiter de la fenêtre que ça va vous ouvrir. Donc, on profite de ce momentum-là. Les conventions, comme j'ai dit, super important, timer ça. Fidéliser les joueurs, donc la relation, l'expérience client, comme on parlait plus tôt. Très, très, très important. Restez proche de vos clients et soyez à l'écoute de vos joueurs. Soyez à l'écoute de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas du jeu. Ça, c'est super important parce que ceux qui achètent vos jeux, en fait, le fait de les avoir, c'est de vous garantir une vente à chaque fois que vous sortez un jeu. Et c'est pas des blagues, en fait. Le monde du jeu fonctionne vraiment comme ça. Donc, fidélisez vos joueurs et restez vraiment à l'affût et à l'écoute de ce qu'ils vous disent. La qualité de votre produit également, c'est quelque chose qui est essentiel. Je pourrais jamais le répéter assez. Il y a des standards maintenant dans l'industrie du jeu. Donc, c'est d'aller comparer votre produit avec d'autres produits qui sortent et vraiment d'un œil qu'on essaie d'être le plus objectif possible parce que c'est sûr que quand c'est notre produit, c'est difficile de comparer, mais d'un œil objectif, est-ce que mon produit répond aux standards des jeux qui sont créés maintenant en 2020? Est-ce que je le verrais dans les tablettes alentour, en fait, d'autres jeux qui ont été créés cette année? Est-ce qu'il répond à ces critères-là? Donc, c'est essentiel également d'innover. Donc, on en parlait tantôt, innover, mais c'est aussi bien... je m'excuse, Elsa, je vais juste couper ton audio. Mais c'est juste moi qui n'ai pas beaucoup de concentration. Je m'excuse. Donc, c'est important d'innover. Puis, c'est ça, maximiser la perfection de son produit. Donc, ça veut dire playtest, playtest, playtest. Ah, et je l'étudie, playtest. C'est super important. Puis, il faut aller là avec... Puis, on va en parler des playtesting, comment bien les préparer, comment, dans le fond, utiliser le feedback que vous allez avoir. Mais ce feedback-là est vital. Oui, ça peut être un peu décevant quand vous faites un jeu, vous êtes fier de votre jeu, puis là, vous avez des reviews négatives. Mais en fait, c'est ça que vous voulez. Vous voulez pratiquement pas de reviews positifs, surtout au début, parce que ce que vous voulez, c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer. Et le négatif, on peut faire quelque chose pour le changer. Tandis que si tout le monde vous dit « Ah, ton jeu, il est parfait », oui, c'est le fun, sauf qu'en même temps, malheureusement, la perfection, c'est assez rare. Donc, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler sur notre produit. Donc, playtest, playtest, playtest. Puis quand vous pensez que vous n'avez fait assez, bien, continuez d'en faire parce que vous n'avez pas fait assez. Et aussi, comme Elsa le disait tantôt que j'allais en parler, je vais en parler plus la semaine prochaine, mais votre livre de règles, s'il vous plaît,
C'est super important. Si vous n'êtes pas certain dans la conception du livre de règles, allez chercher quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Faites-le lire par plein de gens, des gens qui sont habitués, des gens qui ne sont pas habitués d'un jeu. Assurez-vous que tout le monde le comprend, tout le monde a une idée globale du jeu. Assurez-vous que votre structure pour expliquer votre jeu est logique et que votre livre de règles a des exemples, qui est imagé, qui est facile à lire et qui est agréable à lire aussi. Donc, ce que les gens recherchent, c'est pas de la complexité. Ils vont rechercher de la complexité dans votre mécanique de jeu. Ils vont rechercher un jeu qui va avoir une complexité dans le fait de maîtriser ce jeu-là, mais pas dans le livre de règles. Les règles, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être apprécié. Sinon, je suis rendue où? Donc, la présence continue, même après la sortie du jeu, il faut que vous continuez d'être présent non seulement pour fidéliser vos joueurs, mais pour donner envie aux joueurs d'acheter votre produit. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont vouloir un produit qui va garantir une certaine rejouabilité, qui va garantir une certaine longévité. Donc, créer des extensions, créer des FAQ avec justement ce que les joueurs ressortent le plus sur les forums, sur les réseaux sociaux, les questions qui ressortent le plus sur votre jeu. Créer une FAQ avec ça, créer des variantes si les joueurs le demandent, créer ce que vous voulez, mais continuez d'entretenir ce jeu-là pour les gens après sa sortie. Aussi, connaître la valeur de son produit, on va le voir la semaine prochaine, mais comparer les jeux qui se font dans la même gamme que le vôtre, regardez ce que vous servez comme produit, regardez ce qui se vend et après ça, faites un comparatif assez honnête avec vous-même et voir si le prix de votre produit correspond à ce que vous offrez pour le client. Donc ça, ce serait mes trucs marketing. Et timer la sortie de son jeu aussi, ça fait partie, par exemple, des événements comme Noël. Ces choses-là, c'est des choses, on sait qu'ils vendent énormément de jeux. La pandémie a vendu énormément de jeux aussi. Donc, c'est un bon moment pour sortir des jeux. Sauf qu'en même temps, il faut faire attention parce qu'à Noël, il y a un risque que votre petit jeu, qui n'est pas encore super connu, se fasse cannibaliser par un autre jeu du même titre qui va sortir. Donc, des fois, c'est un peu difficile de timer la sortie, mais les compagnies vont généralement avancer, dans le fond, dire assez d'avance quand est-ce que leurs nouveaux jeux vont sortir. Fait que ça va vous permettre de vous timer un petit peu. Si je prends l'exemple des timings de sortie qui étaient parfaits, c'est Seven Wonders. Il est sorti juste quand Dominion était un petit peu en déclin de popularité, donc les gens l'avaient découvert, avaient aimé ça, et là ils cherchaient quelque chose de semblable et bam, Seven Wonders sort. Ça fait en sorte qu'il y a des millions d'exemplaires de Seven Wonders qui ont été vendus et qu'il a gagné une multitude de prix, ce jeu-là. Donc, le timing, c'est essentiel, même si c'est la partie qui est la plus difficile à faire. Donc, bref, ce qui est à retenir d'aujourd'hui, c'est que pour 7 joueurs convaincus, il y a un joueur qui va acheter votre jeu. Donc, on essaie d'avoir ce ratio-là et on essaie de convaincre le maximum de gens pour générer le maximum de ventes. Surtout si c'est un bon jeu, on veut que les gens y jouent, on veut que les gens aient du plaisir à jouer à un bon jeu. Donc, soyez le game changer et faites en sorte que le marketing de votre jeu donne envie aux gens de jouer. Et là, je mettais de la petite pub pour mes choses, mais bref, j'ai une podcast, il y a YouTube, il y a Facebook. Rejoignez-moi sur Facebook, c'est là que, de toute façon, tout se passe. Et ça met fin à ma petite présentation. Je vais revenir à notre écran de nous deux. Et voilà. Fait que c'était ça. Ouais, en tout cas, c'est vrai. Fait que j'espère que vous avez aimé ça ce soir. Nous, on a vraiment aimé ça, faire les recherches, un sujet qu'on trouve super intéressant. Fait que c'est sûr que la semaine prochaine, on revient avec, en fait, là, on va plus on s'est basé sur le marketing, comment vraiment essayer de se faire connaître. Maintenant, on va se baser sur ce que les joueurs veulent à la maison. C'est quoi que les joueurs aiment dans les jeux? C'est qu'est-ce qu'ils recherchent dans un bon jeu? Qu'est-ce qui aussi va... je m'excuse. Elsa, t'étais mutée. Merci, Simon. Je m'excuse. Oh non, vous n'avez pas entendu mes super excuses. En fait, ça devait être drôle à l'écran. Tout à l'heure, quand je faisais ça comme ça, c'est quand j'essayais d'expliquer que je suis désolée pour le bruit. C'est que j'écris à l'ordinateur comme une grand-mère. Donc, j'écris vraiment comme ça. Je me croyais très subtile, mais ça ne marche pas. Donc, j'essaie de m'améliorer. Je vois que Simon t'a fait une citation à toi. Clac, clap, clac, clap. Ouais. C'est fantastique. C'est moi. Mm-hmm. Hashtag clap, 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 clap.
Oui, donc manquez pas notre vidéo de la semaine prochaine qui va être qui va être propulsée par Ludo TV, donc va être dans l'horaire de Ludo TV. Sinon, ben c'est sûr qu'on va vous l'annoncer aussi. Toi, de ton côté, Elsa, qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine prochaine? Oui, eh bien en fait, dans la même lignée, tu sais, Sophie puis moi, on est vraiment dans une lignée en ce moment conception de jeux parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant. Vous nous avez posé des questions. Il y a beaucoup de concepteurs de jeux qui communiquaient avec nous puis qui répondaient en fait à nos questions. Donc, lundi prochain, je vais vous publier, vous partager un podcast que j'ai fait avec Nicolas, le concepteur du jeu Conversion. C'est vraiment intéressant, c'est un beau Et là, je vais faire partage. de la pub bien timée. Oh yeah! Et voilà, que Sophie, justement, elle va vous présenter bientôt. Ah ah. Sophie va tester le jeu, puis elle va vous Je présenter m'excuse, bientôt. ma chaise a fait des bruits étranges. Ah, c'est ça. Puis, moi, de mon côté, ben, j'ai eu un super entretien avec Nicolas, le concepteur du jeu, puis je vais vous partager ça. Par la suite aussi, mercredi, j'ai écrit 2 articles. Un article un peu plus sur l'historique, le développement des jeux de société, la conceptualisation pardon, des jeux de société. Puis un autre article qui est un peu plus au niveau marketing puis stratégie dans la création, le design de jeux. Donc, ça va être sur mon blog Ludipsy. Et enfin, aussi vendredi, j'ai publié un autre podcast avec d'autres concepteurs de jeux qui vont peut-être se reconnaître. C'est la compagnie Jeux Fast 4, qui est une compagnie familiale de jeux qui font des jeux un peu plus, disons, de connaissances, éducatifs. On parlait avec un mécanisme de développement des habiletés de certaines habiletés. Donc, vous allez voir, j'ai fait une belle entrevue avec leur famille, puis je vais vous partager ça dans cette fameuse semaine spéciale conception de jeux de société. Fantastique. J'ai bien hâte de Ouais, voir tout ça. très intéressant. Puis j'ai bien hâte de Mhm. voir ton essai du jeu conversion. J'ai hâte de l'essayer, en fait. Oui, moi aussi, j'ai bien hâte. On va réunir 4 personnes bientôt, là, puis faire ça. Yes! Mhm. Donc, moi, de mon côté, ben, en fait, mardi, j'ai la suite de mon top 9 qui va sortir. Donc, un top 9 interactif. Je vous présente 3 jeux de mon top 9. Vous votez, puis moi, je vous crée après ça une vidéo plus complète de ce jeu-là avec vraiment un overview du gameplay, là, all package deal. Donc, là, on va être à la deuxième partie de mon top 9 à partir de mardi. Demain, je fais une autre émission de TTS Test à 3 heures avec un de mes amis qui est Dominique Yorio-Morin qui a participé à une podcast que vous avez peut-être entendu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le seul, l'unique The Edge Downfall, qui est un jeu de Wow! Awaken Realms que j'ai reçu cette semaine et que j'ai parlé beaucoup, donc il est temps que je vous montre à quoi ça ressemble. Et on va le jouer sur Tabletop Simulator sur Twitch, donc je vous envoie ça, le lien demain. Et sinon, ben, vendredi prochain, je sors une podcast toujours. Et cette semaine, c'est avec dans le fond, quelqu'un avec qui je vais parler de jeu de société virtuelle. Je m'excuse, j'ai eu un blanc. Donc, c'est avec Jean de Guise. Et c'est ça. Sinon, jeudi, ben, il y a toujours mon Au premier regard, qui maintenant va changer d'heure, va être en soirée parce que travail oblige. Et c'est pas mal ça de mon côté. Donc, la semaine prochaine, on se revient avec encore d'autres trucs pour la création, le marketing et bien vendre son jeu. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une super belle soirée. Merci énormément d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis surtout pour votre belle collaboration, puis vos Vraiment, commentaires. c'est C'est toujours fantastique. apprécié. On adore ça, taper à l'ordinateur pendant que l'on parle. Mais merci encore de nous avoir suivis, puis en espérant vous revoir la semaine prochaine pour la suite des choses. Entre-temps, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Comme ça, on va pouvoir aussi essayer d'y répondre, puis les intégrer dans notre présentation de la semaine prochaine. Oui. Donc, merci à tous. Merci spécial à Simon, Nicolas et Pierre qui nous ont suivis et qui nous ont écrit des commentaires. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine. À la prochaine.